Allez-y. Bien, bonsoir. Je vous propose de débuter dès maintenant la conférence. Donc, on accueille ce soir Jean-Charles Viplier de la société Simail, donc qui va intervenir sur la gouvernance de l'information et faire un focus sur toute la partie archivage électronique. Donc, je vais le laisser se présenter plus en détail. N'hésitez pas à poser vos questions en direct également et à réagir directement. Merci. Je vous remercie. Donc tout d'abord, je tenais à remercier Télécom 1 de nous accueillir ce soir ici. Et je tenais aussi à vous remercier d'être venus, certes peu nombreux, à mon avis, parce que le sujet peut paraître un peu rébarbatif et difficile dans un premier temps. Mais vous verrez, je vais essayer au travers donc de la démonstration et surtout de la présentation de vous faire voir quel est le côté enrichissant et le côté surtout passionnant du sujet. Donc, la gouvernance de l'information, la maîtrise des flux de dématérialisation de l'entreprise et face aux enjeux de l'entreprise, quels sont les défis, l'apport de l'archivage électronique et l'intégration et la mise en œuvre d'une solution d'archivage électronique. Bonsoir. Donc, Madame Ducornet le disait, n'hésitez pas, on est peu nombreux, ça va nous permettre effectivement de pouvoir échanger. Donc, s'il y a des sujets ou s'il y a des choses qui ne vont pas ou qui vous paraissent un peu rapides, n'hésitez surtout pas à m'interrompre, à me poser des questions. On va essayer de travailler un peu dans l'échange. Donc, le sujet peut paraître vaste, la gouvernance de l'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend parler de ce terme, qui est un peu un terme à la mode, c'est un terme qui peut paraître un peu flou, un peu vague. Et en plus, quand on y apporte des notions d'archivage électronique et de mise en œuvre d'archivage électronique, le sujet peut paraître donc très dense. Je ne vais pas pouvoir effectivement ce soir rentrer dans le détail de tous ces sujets. Ce qui est important pour moi, c'est de fixer certaines notions, déjà dans un premier temps. Et s'il y a besoin après pour vous d'approfondir, n'hésitez surtout pas. Hop. Donc, tiens, c'est marrant, il a loupé un slide, mais c'est pas grave. Hop. Donc, comment est-ce que va se dérouler la conférence? Tout d'abord, je vais me présenter, je vais présenter ma société de manière rapide pour vous fixer un peu les éléments. Puis après, en avant-propos, je vous donnerai le nom des documents qui m'ont servi à faire cette présentation, bien sûr en plus de l'expérience que j'ai acquise dans la société. On fera un focus très rapide sur la gouvernance de l'information. Pourquoi alors ce focus? Parce que je me suis rendu compte que la notion d'information et de gouvernance de l'information dans les entreprises était parfois pas forcément perçue, ou que l'information, n'était pas forcément perçue comme un élément vraiment important dans l'entreprise. Il y avait des cas de figure où, quand on parlait de l'information, c'était vague, c'était vaste, et c'était uniquement quand on entend parler de contentieux que l'on se pose la question de savoir où sont les documents et où se trouve l'information que l'on cherche. Ensuite, on fera un point sur les enjeux et les défis de l'entreprise. Derrière tout cela, forcément, se cache un certain nombre d'enjeux et de défis pour l'entreprise, donc on les verra. Enfin, l'archivage électronique, les fondamentaux. Effectivement, en 1h30, c'est très difficile de rentrer dans le sujet de l'archivage électronique dans le détail. Vous balayer les grands thèmes de l'archivage électronique et on verra par moment, effectivement, on aura un focus un peu plus précis sur certains sujets. Et enfin, la mise en application, les règles à respecter. Demain, vous voulez mettre en place un système d'archivage électronique. Vous avez aujourd'hui un système de gestion électronique de documents. Vous voulez passer sur de l'archivage électronique. Quels sont les réflexes, on va dire, ou on va dire les premières réflexions à apporter et à avoir sur le sujet? Quand ça veut. Hop. Bon. Il est comme ça. La technique. Ah, c'est moi. Donc, je me présente. Donc, moi, je suis Jean-Charles Viplier. Je suis directeur de projet chez Simail. Je suis expert en système d'archivage électronique et je fais également du business développement. Donc, en tant que directeur de projet, je suis amené sur des projets de gestion électronique de documents ou d'archivage électronique. Je suis amené donc à encadrer des équipes ou moi-même à participer à la mise en place ou à la mise en œuvre de projets donc de gestion documentaire. Alors, on balaye un peu tout type de compte. C'est vrai qu'on a des sociétés ou des entreprises assez petites, d'une dizaine, une quinzaine de personnes, comme des très grosses sociétés de plus de 2000 personnes. Donc les sujets s'adaptent, forcément on s'adapte en fonction d'eux et on verra sur quels axes on va s'adapter exactement.
Je suis aussi expert dans la réponse aux problématiques de politique d'archivage. Il m'arrive d'intervenir en dehors de projets de gestion électronique de documents ou d'archivage électronique sur la problématique de la politique d'archivage dans l'entreprise. Je vous expliquerai après ce que c'est exactement que la politique d'archivage. Bonsoir. Et enfin, je participe à la mise en place et à la recherche de solutions innovatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cœurs d'activité, des domaines d'activité. L'idée est aussi de pouvoir trouver d'autres secteurs d'activité, d'autres domaines. Et je travaille donc sur ces axes-là également dans la société. Un focus rapide, donc, je ne vais vraiment pas y arriver ce soir, sur Simail. Simail est un éditeur donc de logiciels d'archivage électronique qui est basé donc sur Marc-en-Barœul dans les anciens locaux de Bouygues Télécom, donc du côté de KPMG, du côté du Mercure, donc avenue de la Marne. Aujourd'hui, donc la majorité de l'entreprise ou le cœur de l'entreprise est sur Lille. Donc c'est une entreprise régionale avec des filières sur Paris, sur Lyon et sur Nantes. On a effectivement sur ces 3 grandes villes, dont la capitale, c'est pas peu dire, on a donc effectivement des personnes qui sont sur site, sur place, pour effectivement démarcher ou pour travailler directement avec les entreprises sur ces 3 grandes agglomérations. Notre croissance est de 35% sur 2011. Donc vous voyez, le sujet de l'archivage électronique est en pleine expansion et ça se voit par ce biais-là. Nous sommes 44 employés, donc avec le plus gros des troupes effectivement sur l'île et puis comme je vous l'expliquais, le reste sur les 3 entités. Et notre CA pour 2011 notre chiffre d'affaires est de 4,5 millions d'euros. La façon dont nous sommes répartis, je ne vais vraiment pas y arriver. Allons-y. Donc voilà, je vais tous les défiler comme ça ce sera plus simple. Donc on a 3 départements qui sont en symbiose. On a effectivement, puisque notre métier est d'être éditeur, on a forcément de la recherche et développement. Donc on va baser notre recherche et développement sur plusieurs axes, sur l'axe purement normatif lié à l'archivage électronique, puis après sur des axes beaucoup plus liés au métier ou à l'intégration. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver au cœur de la brique recherche et développement. On va retrouver une brique professional services qui, elle, va principalement couvrir le domaine de l'immobilier, qui est en fait notre domaine historique. Nous avons commencé Simail donc à travailler depuis 1991 maintenant dans le domaine principalement de l'immobilier et avec un cœur de cible donc sur l'archivage électronique de l'immobilier, ce qui est donc la partie professional services aujourd'hui. Et enfin, le 3e département, qui est le département stratégie et développement, auquel j'appartiens, qui lui va plus travailler effectivement sur d'autres secteurs d'activité. Le secteur immobilier est un secteur que nous maîtrisons parfaitement aujourd'hui, donc il est entre guillemets autonome de cette partie-là. Et nous travaillons donc sur la stratégie et développement sur les autres sujets. On va travailler sur la RH, on va travailler sur les financiers, on va travailler sur la qualité également, sur d'autres thèmes. On peut travailler aussi. Et donc c'est au sein de ce département que nous travaillons. Et bien sûr, les 3 départements travaillent ensemble. Il est évident pour nous, vu la taille de l'entreprise, que c'est très important de pouvoir travailler donc ensemble sur l'évolution de nos produits. Notre métier d'éditeur, effectivement, c'est de garantir le cycle de vie de l'information. Étant donné que nous travaillons sur de l'archivage électronique, sur de la gestion électronique de documents, il est évident que nous parlons de flux d'informations et donc notre métier est bien de gérer ces flux d'informations au travers de la sécurisation, la pérennité, la preuve et la diffusion de l'information. Mais on aura le temps de revenir sur ces éléments-là. 2, 3 ou quelques références de clients avec lesquels nous sommes amenés à travailler ou nous avons déjà travaillé. Nous sommes partenaires de la Proged et de la FEDISA, donc qui sont des associations, je vais la faire simple, qui tournent autour de l'ILM, de l'archivage électronique. Nous sommes partenaires de Microsoft, nous sommes Gold partenaires sur la partie CRM et nous sommes aussi affiliés au Syntec et à l'AFDEL. Voilà. Les présentations faites. Juste en avant-propos, vous dire que donc j'ai étayé l'ensemble de cette présentation sur mon expérience au travers de Simail, mais aussi de mes vies antérieures. Et j'ai aussi basé donc cette présentation sur plusieurs livres. Donc le livre blanc de la gouvernance de l'information, que vous pouvez consulter, qui est accessible en ligne. La documentation d'une formation d'Emmatéus que j'avais effectuée l'année dernière auprès de la FEDISA. Le livre blanc de l'archivage électronique et de la conformité réglementaire. Des mots bien barbares, mais vous verrez, ça va, je vais vous les expliquer après. Et enfin, le livre de Marianne Chabin, Archiver et après. Donc,
comme je vous le disais en avant-propos, mes objectifs ou les objectifs de la conférence sont bien de vous apporter des idées, des concepts et des réflexions sur les termes de la gouvernance de l'information, mais également de l'archivage électronique. Il est évident que les sujets évoqués ce soir est un sujet très vaste. On pourrait passer une semaine, voire 2 semaines de cours théoriques sur le sujet. Donc, il est évident que ce n'est pas possible. Donc, à moi de vous balayer en fait l'ensemble des grandes thématiques et à vous de me poser des questions si vous avez effectivement des besoins précis sur le sujet. Ensuite, c'est de vous fournir, comme je vous le disais tout à l'heure, les premiers outils et les réflexes pour répondre à la mise en place d'un système d'archivage électronique. Vous avez peut-être une GED aujourd'hui chez vous. Le pas vers l'archivage électronique, quel est-il? Comment doit-il se faire? Ou je n'ai pas de GED aujourd'hui, quelles sont les différentes étapes si je veux passer par une GED, par l'archivage électronique? Voilà, c'est de vous donner un peu tous ces éléments-là qui vont vous permettre de bien comprendre la terminologie et le sujet. Donc, on va s'attacher maintenant à parler de la gouvernance de l'information. Je vous laisse lire rapidement ce que disait Confucius à propos de la connaissance. Justement, ça rejoint un peu cela. Donc l'information, je vais commencer à l'envers. C'est vrai que gouvernance de l'information, on aurait tendance à commencer par le mot gouvernance et à finir par le mot information. Pour moi, il était plus important de parler d'abord de l'information, puis après de ce qu'était la gouvernance, et enfin la gouvernance de l'information. Donc on est tous d'accord sur le fait que l'information, c'est le support permettant la communication entre individus, entre un individu et une machine, et effectivement entre machines. D'accord? Quand on a dit ça, on a tout dit. On a dit qu'effectivement l'information pouvait se retrouver sous différents types, sur du document papier, sur du document électronique, sur de l'image, sur de la vidéo, sur du microfilm, sur des documents de base de données, de la discussion informelle entre individus. On se parle, je vous parle, finalement je vous transmets une forme d'information. D'accord? Donc ce que cela vient à dire, c'est que cette information, elle a bien des objectifs, il y a bien un but derrière cette information. Cette information, c'est de transmettre un savoir ou du savoir à un réseau personnel ou à un réseau professionnel. Donc au travers de ponts technologiques ou organisationnels. Alors les ponts technologiques et organisationnels, on va les retrouver là. Ça peut être les supports, ça peut être le réseau, ça peut être ce que vous souhaitez. Acquérir du savoir, bien sûr. Il est évident que quand on transmet un savoir, on cherche aussi à en acquérir. Donc c'est acquérir un ou du savoir, c'est comprendre la réalité du monde dans lequel on vit. Voilà, notre écosystème. C'est vrai que le terme écosystème, c'est un terme que j'aime beaucoup employer parce que quand on se retrouve effectivement en entreprise à discuter ou à voir comment est-ce que l'on va mettre en place un système d'archivage électronique, on va gérer un écosystème. On ne gère pas un système d'archivage électronique au milieu d'eux, on gère un système d'archivage électronique dans un système d'information existant. Donc j'aime beaucoup la notion d'écosystème parce que ça relève un peu différents types et différents modes. Et enfin, cette information va elle-même nous servir à en produire une autre information. Pour faire cette présentation, je me suis basé sur une information existante, issue des différents livres blancs ou des ouvrages précédents, où je vous ai démontré, où je vous ai présenté tout à l'heure. Mais voilà, je produis de l'information à partir d'une information. Et on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte finalement que derrière chacun des objectifs de cette information, de cet échange, il y a une notion de confiance entre l'informateur et l'informé. Mais aussi, il va y avoir la notion d'utilité des données. Et là, la notion d'utilité des données, ça va nous obliger à réfléchir un peu différemment sur cette information. On va se dire, cette information, finalement, elle peut être qualifiée. Est-ce que je dois la conserver? Est-ce que je dois la stocker? Finalement, qu'est-ce que je dois en faire de cette information? D'accord? Donc là, j'essaye de vous amener doucement sur les notions qui vont nous amener tout à l'heure à parler dans les fondamentaux de l'archivage électronique. Donc voilà, ayez bien à l'esprit que cette notion d'information, il va falloir à un moment donné la qualifier, de quelque manière que ce soit, mais il va falloir à un moment donné la qualifier. Selon sa pertinence, sa redondance, son intérêt, est-ce qu'elle est exploitable et réutilisable. La gouvernance. Alors, la gouvernance, qu'est-ce que c'est ? Je ne parle pas de gouvernance politique ce soir, je vais parler d'une gouvernance vraiment au sens large du terme, mais c'est l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un système. C'est-à-dire que finalement, une information, quand on va la transmettre, on ne va pas forcément la transmettre n'importe comment. On va la transmettre effectivement entre deux entités, avec cette notion de confiance entre les entités, bien sûr, avec cette notion de qualification de l'information, c'est évident, mais on va aussi avoir besoin d'y mettre des règles à cet échange. D'accord ? Et là va intervenir la notion de gouvernance de l'information.
Si je vais trop vite, n'hésitez pas. Ou si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas non plus. Finalement, on va se retrouver, donc sur la gouvernance de l'information, à devoir gérer en fait plusieurs choses. On va avoir d'un côté l'entreprise, au sens général du terme, c'est-à-dire l'entreprise dans ce qu'elle est en tant qu'entreprise, la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui une entreprise, vous travaillez dans une entreprise, vous savez qu'elle a une direction, elle a des objectifs à atteindre, elle a une stratégie. Donc c'est ce qu'on va appeler la gouvernance de l'entreprise. Cette entreprise est forcément régie, à l'intérieur de celle-ci, on va avoir des départements, donc des métiers. D'accord ? Et on va aussi avoir une culture de l'organisation. Quels sont les échanges ? Comment est-ce qu'ils fluctuent à l'intérieur de cette entreprise ? D'accord ? En dessous de ça, on va retrouver les documents que vous êtes amenés à échanger. Alors le terme document, je vais revenir un peu dessus parce que c'est un terme assez, finalement, qui en langage français est assez compliqué à appréhender, surtout dans notre domaine. Donc les documents, au sens large du terme, le système d'information, forcément, et les données de l'entreprise, l'ensemble de ces données, qu'elles soient en base de données, qu'elles soient sous forme de mail ou de ce que vous voulez, et les documents, qu'ils soient des documents papier, électroniques, des échanges par fax, ou je vous en passe, et des meilleurs. Et finalement, la gouvernance de l'information, qu'est-ce que c'est ? La gouvernance de l'information va nous permettre, entre guillemets, de digérer l'ensemble des éléments, soit issus de la partie entreprise, donc de la gouvernance de l'entreprise, de la culture de l'organisation, mais également des métiers, mais également va nous permettre de digérer l'information de ce qui est issu des documents, du système d'information en tant que tel, ou des données. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir au centre donc, de ce schéma une notion particulière qui est de dire, voilà, toute l'information qui est présente dans mon entreprise, elle peut être, si elle n'est pas dirigée, si elle n'est pas contrôlée, si elle n'est pas suivie, on va pouvoir effectivement avoir une certaine notion de risque, de perte d'information, quelle qu'elle soit, ou de diffusion de cette information, ou d'évaporation de cette information. Donc la gouvernance de l'information, qu'est-ce qu'elle tend à faire ? Elle tend à essayer de rassembler ce qui est issu donc de l'entreprise, au sens large du terme, et à le rassembler sous forme de concentrateur, tout simplement, de telle manière à pouvoir ensuite le diffuser, mais de façon, on va dire, raisonnée et raisonnable. Voilà ce que l'on peut dire sur la gouvernance de l'information dans un premier temps. Et il y a forcément, dans cette gouvernance de l'information, une notion qui est surtout pas à oublier, qui est la notion de l'utilisateur. De par mon expérience un petit peu dans le domaine, je me suis rendu compte que l'ensemble des projets d'archivage électronique ou de gestion électronique des documents, s'ils n'avaient pas la composante utilisateur intégrée dès le départ, étaient des projets qui étaient voués à l'échec, soyons clairs. C'est-à-dire que l'utilisateur va avoir une part très importante, ou va être le facteur même le plus important dans la mise en place de ces solutions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un projet d'archivage électronique ou de GED, c'est pas seulement un projet informatique. C'est vrai que, en tant qu'informaticien, on a tendance à croire que, effectivement, il suffit de reprendre quelques spécifications, d'analyser un peu les besoins, de développer dans son coin ou de son côté, effectivement, l'ensemble des éléments et de les restituer. Et si ça va, tant mieux. Et si ça va pas, c'est pas grave, on fera une VX des logiciels. Si vous faites ça sur de l'archivage électronique, vous allez même pas mettre en production votre système et vous allez même pas pouvoir le faire resetter. Pourquoi ? Parce que l'utilisateur a une part prépondérante. Je le dis, un projet d'archivage, c'est 50% la composante fonctionnelle et technique informatique, mais c'est également 50% d'organisation. Quand vous touchez à donc de la gouvernance d'information et donc à des échanges, vous touchez l'utilisateur, on va dire, je ne vais pas dire de plein fouet, mais vraiment c'est l'axe où c'est vraiment l'articulation la plus importante. Donc attention à cette notion d'utilisateur, on ne peut pas faire fi de l'utilisateur dans la mise en place de tels projets. On dira dans n'importe quel projet, normalement, on va oublier les utilisateurs, mais bref. On a donc ici un utilisateur, et c'est pour ça que c'est important, c'est la clé de voûte de la gouvernance de l'information, et c'est la clé de voûte de la communication au sein de votre entreprise, et la clé de voûte de la communication avec les entreprises externes avec lesquelles vous allez être amené à travailler. Donc il est nécessaire de l'intégrer, de l'associer à votre projet, et ce, dès le départ. D'accord ? Je travaillais dans d'autres domaines auparavant, où j'étais aussi chef de projet, directeur de projet sur des projets de recettage. Donc j'intervenais en amont, ou on va dire en tiers dans ces projets-là.
Et effectivement, intégrer les utilisateurs dès le départ, déjà ça les implique dans un projet, ce qui est somme toute une composante très importante, mais aussi ça vous permet de connaître mieux les métiers, et au niveau en fait des phases de recettage qui vont avoir lieu une fois les développements faits, ça va leur permettre de mieux appréhender le projet et vous de surtout vérifier que vous n'avez oublié aucune des composantes. Mais il en va de même sur les projets d'archivage, où au moment où on va mettre en place ces projets, la composante utilisateur, donc de l'information utilisateur, est vraiment prépondérante. Et ça marche. Alors, les enjeux et les défis de l'entreprise. Comme disait Pierre Dac, il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. C'est-à-dire que là aussi, il est important de voir pour les entreprises quels sont finalement ces enjeux au travers de l'information. On a parlé de gouvernance d'information, donc on a parlé effectivement de flux d'informations qui doivent être maîtrisés, qui doivent être contrôlés. Mais derrière cela, forcément, se cache un certain nombre d'enjeux, mais également de défis. Alors je vais vous donner 3 slides. Les 3 slides qui vont suivre, en fait, sont 3 slides qui présentent différemment les enjeux pour l'entreprise. On va avoir une approche effectivement basée sur l'information comme étant au cœur d'un système, avec des notions de qualité et de sécurité que l'on retrouve dans les entreprises, des notions de conformité et de confiance, et des notions de culture et d'individu. Il est bien évident qu'au travers de ces éléments-là, on va entendre parler de lois et de réglementations, d'exigences, qu'elles soient clients ou qu'elles soient liées aux individus de l'entreprise, du frein ou au changement, de diminution des ressources, d'une perte de complexité de l'information, de l'hétérogénéité des systèmes d'information, d'adéquation de compétences de marché, de cloisonnement de l'information. Bref, on se rend compte que les enjeux pour l'entreprise sont liés à l'ensemble des composantes de l'entreprise. Que l'on soit sur de l'individu, que l'on soit sur de l'informatique ou que l'on soit sur du normatif, du réglementaire. Donc, ça c'est pour vous donner en fait une idée globale, un peu macro, de finalement l'ensemble des enjeux de l'entreprise. Et au travers de cela, on va retrouver effectivement l'innovation. Si on veut répondre à de la qualité et à de la mise en conformité, il va falloir innover. Si on veut mettre en place de la conformité de la culture de l'individu et donc faire comprendre aux individus qu'il y a des notions de changement, on va parler d'organisation. Et enfin, si on parle d'individu, on parle de performance. D'accord ? Donc les enjeux de l'entreprise sont vraiment liés à plusieurs axes. Un autre slide, finalement, pour dire un peu la même chose, l'enjeu de l'entreprise ou des collectivités. Aujourd'hui, les échanges d'informations et la conservation de cette information entre les entreprises et dans les entreprises ou dans les collectivités nécessitent la mise en place de systèmes qui visent à donner une valeur, alors j'ai mis légale entre guillemets. Pourquoi est-ce que j'ai mis légal entre guillemets ? C'est parce que j'ai tendance à faire une forme d'urticaire géant quand on parle d'archivage légal. Il n'y a rien de légal dans l'archivage. On parle d'archivage à valeur probante. D'accord ? Ce que l'on cherche à faire, c'est à amener de la preuve sur ce que l'on a conservé finalement, ce que l'on a archivé. D'accord ? Et il n'y a rien de légal dans la mise en place. Les aspects juridiques sont primordiaux, effectivement, mais nous servent justement à rendre la preuve ou à rendre le document ou l'information que l'on aura archivé probant. Donc à le rendre en qualité, à lui donner un caractère de preuve. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets légal entre guillemets, parce que c'est un thème qu'on voit régulièrement et un peu partout quand on entend parler de ces choses-là. Et on va parler également donc des documents originaux et engageants. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, au début on a parlé d'information, et de qualification de cette information. Je vais un petit peu plus loin en parlant de documents originaux et ou de documents engageants. C'est-à-dire de documents qui ont pour vous une importance particulière. Documents originaux, bien sûr, sont à conserver. Et les documents engageants, c'est le document qui vous engage en tant qu'individu dans une entreprise ou en tant qu'entreprise par rapport à l'extérieur. D'accord ? La loi définit précisément les obligations et les durées de conservation. Le non-respect de ces obligations entraîne un risque pénal et financier. Donc, tout à l'heure, on a vu dans les enjeux qu'ils étaient divers, qu'ils étaient importants, de façon macro. Là, on va voir effectivement que si on ne garantit pas une certaine forme de conservation à nos documents ou à notre information, je vais encore utiliser le terme d'information, on a possibilité d'un risque pénal et financier.
Et depuis 10 ans, face à la crise financière, les réglementations et les normes de la gestion des documents dématérialisés ont été adaptées. L'harmonisation de la réglementation du secteur financier européen. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, précisément, je viens de vous faire un focus sur un aspect qui était très important, qui est l'aspect conformité et réglementation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information que vous avez en entreprise est une information qui contient de l'information, dont le contenu, finalement, doit être conservé à des fins de réglementation ou à des fins juridiques. D'accord ? Donc les enjeux sont bien également et fortement des enjeux liés à la sécurité générale, la direction des métiers, alors transverses, des directions ou métiers verticaux, on va dire, direction financière, juridique ou des systèmes d'information, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'enjeux à chaque fois. Moi, je veux mettre en place un système d'archivage parce que j'ai besoin de conserver l'information ou conserver les mails ou conserver les échanges. Donc on va retrouver une notion, si je parle de la direction générale, d'assurer la pérennité de l'entreprise, la responsabilité légale de l'entreprise et capitaliser, optimiser le savoir. D'accord ? Si je parle des directions métiers, c'est d'optimiser mes processus au sein de ma direction métier. C'est aussi de satisfaire les individus qui font partie de mon entreprise, donc les salariés, mais aussi les clients. C'est de répondre au marché et c'est d'être, entre guillemets, proactif sur son métier. Donc, je veux pouvoir conserver mon information, mais faire en sorte que cette information me permette d'améliorer aujourd'hui mon quotidien. La direction des services d'information, j'ai aujourd'hui un coût, on va dire, d'exploitation et d'industrialisation qui est exponentiel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on emmagasine et on entasse entre guillemets des gigas parce que heureusement aujourd'hui ça ne coûte pas forcément très cher, mais on entasse donc des gigas dans des machines et finalement c'est toujours la course aux gigas. Et plus on met de l'information et plus on en demande et plus on en a. Et donc cette course-là, c'est aujourd'hui une des peines ou aujourd'hui un des enjeux de les directions informatiques qui est de dire est-ce que ça va être une croissance comme ça exponentielle encore longtemps ou est-ce qu'à un moment donné il ne va pas falloir essayer de trouver une forme de croissance raisonnée ou de ce qu'on appelle une croissance organique qui me permette de ralentir en fait les achats de volumétrie ou les achats de matériel. La direction juridique, forcément, prémunir l'entreprise des risques de contentieux, des risques liés effectivement au juridique, sécuriser l'accès aux documents contractuels et d'avoir une conservation pérenne de l'information. La direction financière, c'est réduire ses coûts, c'est optimiser les ETP, c'est améliorer la compétitivité. Et c'est régulièrement, puisqu'il y a des lois qui sont sorties, la réglementation 1997 pour ne pas la nommer, qui oblige aujourd'hui les entreprises à conserver les données qui lui ont permis ou les données qui sont aujourd'hui dans son système comptable, par exemple. Et donc, il va bien falloir cette information, pouvoir la contrôler, pouvoir la conserver et pouvoir, à un moment donné, si on me demande, de la sortir pour que les gens puissent la consulter. Et enfin, les directions de la sécurité, c'est assurer la sécurité de ce qui se passe à l'intérieur de mon entreprise, de l'information qui est à l'intérieur de mon entreprise, au sens large du terme, comme on l'a vu tout à l'heure, d'assurer la confidentialité de cette information et de suivre et de tracer cette information qui passe au travers de mon entreprise, mais qui peut également en sortir, mais qui peut également en entrer. Voilà, donc là c'était un peu ce que j'ai recensé ou de ce qu'on avait vu au travers des différentes choses qu'on a nous mis en place et au travers des différentes problématiques auxquelles on a répondu. Juste que voilà, comme ça, sous forme d'exemple, les enjeux pour les services financiers. Donc je ne vais pas forcément détailler ça. La facture entrante et la facture sortante, aujourd'hui, sont des sujets qui sont bien maîtrisés en termes on va dire, d'archivage électronique ou de conservation ou de GED. On voit qu'effectivement, les notions d'automatisation des processus comptables et financiers sont aujourd'hui des enjeux majeurs pour les directions comptables. C'est de pouvoir effectivement faire en sorte que les processus comptables, notamment je pense aux procédures de workload facturation à l'intérieur de l'entreprise, puissent se dérouler de manière, on va dire, fluide à l'intérieur de celle-ci.
Donc c'est de faire en sorte que les documents soient visibles à un endroit particulier, un endroit unique, et que les gens aillent consulter cette facture à cet endroit-là pour pouvoir effectivement la valider ou l'invalider sous forme de bon. Bref, je vous passe tous les détails qui vont bien derrière. L'amélioration de la qualité, le paiement des fournisseurs dans les délais, on pourrait en parler des heures sur celle-là. C'est quand même un point important. C'est effectivement aujourd'hui, on a des entreprises et des collectivités qui sont amenées à régler des factures dans des délais de 90 jours, 60, 90 jours, 30, 60, 90 jours. Aujourd'hui, on se rend compte que en l'absence de la mise en place ou en l'absence de processus bien réglementés ou bien suivis, donc notre fameuse notion tout à l'heure de gouvernance de l'information, où finalement, par le biais de la gouvernance, on gérait correctement les risques, on gérait correctement les processus, etc. On arrive aujourd'hui à des délais de paiement qui, dans certaines collectivités, dans mes souvenirs, de 90 jours, peuvent passer sur des 6 mois à 1 an, des fois. Et après, effectivement, le renforcement des contrôles internes, le but étant d'avoir un système qui nous permet de tracer l'information. Je n'ai pas dit de tracer les individus, j'ai bien dit de tracer l'information, auquel cas pour savoir, pour retrouver facilement les éléments. C'est la demande des clients que des systèmes d'archivage électronique ont été mis en place de telle manière à ce que la facture soit à disposition du client le plus rapidement possible au travers d'un portail d'échange. C'est-à-dire je mets moi dans mon système d'archivage la facture et je permets à mon client de venir chercher la facture dans le système d'archivage par des systèmes de contrôle. Enfin bref, je pourrais vous raconter ça en détail si vous le souhaitez par après. Et il y a d'autres éléments sur la réduction des coûts, l'accélération du processus de facturation, la démarche éco-citoyenne. Je ferai un point sur ça tout à l'heure. Et sur la proposition de valeur dans la relation client. Au niveau des ressources humaines, alors les enjeux au niveau des ressources humaines, je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui travaillent sur la partie ressources humaines. Bref, mais aujourd'hui on s'est rendu compte en travaillant avec les directions, les DRH et les directions des ressources humaines, mais en fait elles ont à gérer un nombre de documents et de papiers et de choses diverses et variées qui est vraiment très très important. Et pour elles, on va dire que la dématérialisation du document, au sens large du terme, est vraiment un enjeu énorme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les ressources humaines ont tendance à déporter, si vous voulez, on va dire, cette tâche liée au document vers des tâches plus en relation avec l'individu, avec le salarié. Donc aujourd'hui, ces tâches, on va dire, liées à la gestion des documents, sont des tâches qui sont aujourd'hui pour elles des enjeux, des vrais enjeux. Et donc l'accès permanent aux documents RH archivés électroniquement, c'est 72% de leurs besoins aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a besoin de conserver du document sous des formats électroniques, de telle manière à y accéder très rapidement, de telle manière à pouvoir faire autre chose, de pouvoir recentrer son métier sur la notion de ressources humaines d'individus ou de salariés. Donc voilà, on retrouve ici, je ne vais pas vous les brosser tous, je pense que vous avez pu les lire, de toute façon je transmettrai les slides. Donc l'accès permanent des documents RH, la réduction des coûts de l'éditique, le raccourcissement des délais de réponse, l'amélioration de la gestion documentaire, l'amélioration du contrôle des processus et la réduction des coûts de traitement et de gestion du personnel. J'ai ramené une borne. Alors c'est un sujet que nous on a abordé il n'y a pas si longtemps que ça et on a mis en place, je vous ferai voir tout à l'heure à la fin, une borne de numérisation qui va permettre en fait à tout à chacun de pouvoir numériser des documents et à venir les déposer. Donc à tout individu, tout salarié, de pouvoir déposer un RIB, de pouvoir déposer une pièce quelconque et de pouvoir la mettre à disposition des ressources humaines dans l'entreprise. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Le développement durable. La grande notion du développement durable et de l'archivage électronique. Alors c'est un cas de figure que l'on peut retrouver dans bon nombre d'entreprises. Je l'ai moi-même vécu dans une entreprise, ce cas de figure, où j'avais envoyé effectivement les slides de la présentation que je faisais. Donc c'était une réunion d'initialisation de projet. Et donc là j'ai pris des exemples de 10 collaborateurs et de 30 slides. On s'est retrouvé avec, alors nous, il faut savoir que nous utilise notre charte graphique principale, c'est du noir. Donc c'est sur fond noir, donc des PowerPoint sur fond noir. Et on s'est retrouvé avec l'impression de 300 pages, recto seul, en noir. Donc forcément on ne fournissait pas la cartouche. Et ou en couleur.
Donc, ça nécessite l'utilisation de l'imprimante ou du photocopieur. Ça nécessite aussi une machine à relier, parce que forcément, on essaye de faire en sorte que les documents soient correctement reliés au moment où on va démarrer la réunion. Donc, grosso modo, on va dire une demi-heure au bas mot perdu pour relier et imprimer l'ensemble de ces pages. Je vous passe le coût de la cartouche encre. Et finalement, on s'est rendu compte que durant la réunion, les imprimés, ils servaient quoi ? Ils servaient à griffonner, parce que finalement, l'information était présente sur le tableau. C'est comme si je vous avais imprimé l'ensemble des slides et que finalement, vous lisiez ça et puis que ça vous permettait de faire des petits dessins, l'ensemble des documents que je vous avais imprimés. Et à contrario de ça, nous, on s'impose, si vous voulez, en interne, de travailler avec nos ordinateurs et uniquement avec nos ordinateurs. C'est-à-dire que dans mes objectifs, il fut un moment où j'avais pour objectif de diminuer ma consommation de papier. Et c'est un pas à prendre. C'est très difficile quand on est, comme vous et moi, latin, où on a la culture effectivement du papier et la culture du toucher. Mais on se rend compte qu'effectivement, à l'usage, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne correctement et qui fonctionne bien. Donc je reçois en fait la présentation et à partir de là, je viens avec la présentation sur mon écran et ça me permet de prendre des notes. Déjà, ça me permet de la lire au préalable. Si je la reçois, forcément que je vais m'y intéresser à minima, tout au moins pour essayer de savoir un peu vers quoi tend la réunion. Et c'est également la possibilité de prendre des notes rapidement, de fournir un compte-rendu pratiquement à la sortie de ma réunion. Voilà. Donc forcément, le coût en papier, le coût en fourniture, etc., sont divisés. Alors, je n'ai pas les chiffres, je vous accorderai qu'on n'a pas fait forcément l'exercice en interne, mais maintenant, comme on est tous rompus à ça, on pourrait le faire, effectivement, pour savoir un peu ce que ça nous a permis de gagner en temps. Donc cette notion de développement durable, c'est vrai qu'elle est aujourd'hui prégnante, elle est aujourd'hui importante. Alors j'ai pas non plus dit de me faire pas dire que l'archivage électronique ou la gestion électronique de documents, ça ne permet pas d'imprimer ou plus d'imprimer, et surtout ça n'a pas un impact quel qu'il soit sur la consommation de courant, d'électricité, de climatisation ou autre. Non, ce que je veux vraiment vous faire voir là, c'est que ne serait-ce que par des gestes simples de ne pas forcément imprimer mais de venir avec son portable, effectivement quand on en a un, et vous allez me dire que c'est plus facile aussi, ça permet effectivement d'améliorer un peu les choses et surtout d'améliorer notre information et la fluidité de l'information. Alors aujourd'hui, juste quelques petites statistiques. À peu près en France, 70 feuilles de papier sont imprimées par chaque employé. Sont utilisées chaque jour par chaque employé de bureau en France. Ça fait 200 milliards de pages qui sont imprimées par an, soit pour certaines entreprises jusqu'à 3% de leur chiffre d'affaires. En sachant que seulement 20% de ce papier aujourd'hui est recyclé, et que surtout, quand vous allez être amené à conserver un certain nombre de documents, il faut savoir que 1 km aujourd'hui d'archives, de linéaire d'archives, ce qu'on appelle, donc ça peut être soit une ligne droite, et là à ce moment-là ça vous fait 170 mètres carrés, ou ça peut être 90 si effectivement on a une notion raisonnée, et surtout on va utiliser des travées et on va utiliser des étagères pour stocker l'information. 90 mètres carrés. Et bien ça, c'est l'équivalent finalement de 100 gigas d'informations. Donc 1 km de papier aujourd'hui représente à peu près 100 gigas d'informations. 100 gigas. Voilà, pour vous donner un peu les coûts. Dernière chose, aujourd'hui, 1 mètre carré d'archivage, ça a un coût à peu près équivalent moyen. Donc ça, c'est issu de différentes informations que j'ai eues, soit d'archives départementales dans certains départements donc, ou dans certaines entreprises, c'est à peu près 2000 € le mètre carré. Voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur le coût. On y vient donc à cet archivage électronique. Donc archiver ou conserver, telle est la question qu'il va falloir que vous vous posiez. Donc je vous le disais tout à l'heure, le terme document comme information, moi j'aime pas le terme document. Le terme document en français est un terme assez compliqué et complexe à mettre en œuvre, surtout dans nos notions d'archivage électronique, parce qu'on a tendance à le limiter à la notion d'écrit papier et éventuellement à la notion d'écrit électronique. D'accord ? Je préfère le terme record en anglais, qui est plus explicite. Excusez-moi. Mais je trouve que la notion de record, d'enregistrement, finalement, est quelque chose qui est beaucoup plus explicite, puisque ça peut être à la fois du papier, ça peut être des formats Word, ça peut être du format texte, Excel, je vous en passe, et des meilleurs, RTF, ça peut être de l'image, du BMP, du TIFF, du PNG, du JPEG, ça peut être de l'audio, du vidéo, et ça peut être des formats mixtes tels que le PDF, qui est normalisé en PDF/A.
Je reviendrai après sur ce qu'est le PDF/A. C'est le PDF en fait normalisé pour l'archivage électronique. Voilà. Donc le terme document, je l'ai employé tout à l'heure, mais vous me voyez tiquer quand je l'utilisais. C'est à cause de ça en fait. C'est parce que le terme document est un terme assez compliqué et complexe à manipuler aujourd'hui dans la langue française quand on met en place de tels systèmes. Et le terme enregistrement, on a plus l'impression d'enregistrement audio qu'autre chose quand on était petit et que finalement nos parents nous enregistraient sur cassette. Voilà, c'est un peu l'idée, l'enregistrement. Et ça, c'est aussi quelque chose de compliqué à faire comprendre. Donc l'archivage électronique, c'est pas tout neuf. Certes, avant 70, le support principal, c'était le papier exclusivement. Je passe l'âge de la pierre. Entre les années 70 et 80, on a vu l'apparition effectivement des télécopieurs. Mais là, on avait une perte de qualité. Et surtout dans la conservation, en qualité de preuve de la télécopie, c'était un petit peu compliqué. Entre 90 et 2000, on a eu la mise à disposition des fax et de la messagerie électronique, où là, on va retrouver effectivement une notion de copie qui se transforme sous forme de fichier. On n'a plus besoin forcément d'imprimer le document pour le lire, mais l'original est toujours à conserver sous forme de preuve. Et en 2000, la loi indique que la copie, ne faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit, dépourvue d'identification, intègre du signataire, je vais l'exprimer après, je vais expliquer un peu ce que ça veut dire après, ne donne au document aucune valeur légale. J'aurais dû le remettre entre guillemets. Donc la conservation du document papier est toujours nécessaire, sauf dans le cas de ce qu'on appelle la convention de preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la copie d'un document, si vous n'avez pas la notion de signature, je vais parler de la signature électronique un tout petit peu, mais en fait ce document ne peut pas être considéré aujourd'hui comme intègre s'il ne possède pas une signature. Donc aujourd'hui, vous avez un document électronique, à condition qu'il soit signé, il est considéré donc comme une preuve. S'il n'est pas signé, si c'en est une copie finalement d'un document que vous avez à disposition et que vous réimprimez derrière, là attention, il ne peut pas forcément être garanti en qualité de preuve. Sauf dans un cas particulier, je vais revenir dessus après, qui est celui de la convention de preuve. Je vais vous expliquer ce qu'est la convention de preuve par après. Le cadre juridique qui est associé à tout ça. Donc on a vu que le document, finalement, c'était quelque chose d'assez vaste. C'est une information. Voilà, je vais le dire ça comme ça. Sous différents formats, sous différentes formes. On a vu qu'effectivement, l'archivage, ce n'est pas quelque chose de récent. On a conservé l'information et au fur et à mesure que les technologies et que les techniques avancées, ça nous a permis de la conserver de manière différente. Maintenant, à tout cela, il va falloir appliquer un cadre juridique. Alors, je ne vous ai pas sorti l'ensemble des textes de loi qui vont bien là-dessus, parce que forcément, les textes de loi, il y en a une myriade, et surtout, ils vont être contextualisés à ce que vous voulez ou ce à quoi vous avez affaire en termes de conservation d'informations. Il est par contre intéressant pour moi de vous en sortir donc 5, qui sont vraiment les éléments essentiels aujourd'hui si on veut démarrer ou si on veut avoir une idée de ce qu'est aujourd'hui l'archivage électronique. La preuve électronique. Donc je reviens un peu sur mon texte du 13.3.2000 qui me précisait effectivement que je n'avais pas le droit, à condition d'avoir un document signé, de faire en sorte que la copie de celui-ci puisse être considérée comme une preuve. En fait, on va avoir la notion de preuve électronique, donc, qui est une première directive européenne, donc, qui a été mise en place au niveau de l'Europe et qui a été donc adaptée en France, donc c'est la loi du 13 mars 2000, et qui précise que, alors je vais la lire parce que je ne la connais pas par cœur, hélas. En France, cette directive a été appliquée donc via la loi du 13 mars 2000, article 1316 du Code civil, qui donne à la signature électronique la même valeur juridique que la signature manuscrite, sous réserve que le procédé de signature électronique soit fiable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un document numérique, que vous le signez, il a valeur de preuve, à condition, effectivement, que vous puissiez faire valoir ou faire en sorte que le procédé de signature électronique soit fiable. D'accord ? Donc aujourd'hui, on va dire que la notion de preuve électronique peut s'appliquer dans le droit français. D'accord ? Donc ça, c'est aussi important de l'avoir à l'esprit. Aujourd'hui, un document électronique peut faire valoir comme étant une preuve. La copie fidèle et durable. Alors ça a fait couler beaucoup d'encre, cet article-là. La destruction de l'original est encadrée par la loi depuis le 12 juillet 1980, ça date pas d'hier.
selon l'article 1348 alinéa 2 du Code civil, qui donne la faculté de produire en justice la copie fidèle et durable en lieu et place de l'original. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien imprimer un document et le présenter au juge en qualité, on va dire, de copie fidèle et durable par rapport à l'original. Attention, par contre, il va falloir s'entourer d'un certain nombre de garanties quand on va faire ça. Je vous passerai les cas de jurisprudence, je les ai mis en annexe, donc quand je vous transmettrai les slides si vous les souhaitez, on verra qu'il y a un certain nombre d'annexes et de cas de jurisprudence à propos de cela. Il faut être certain, quand vous allez produire une copie fidèle et durable d'un document original, en qualité de preuve, que celui-ci soit réellement fidèle par rapport au document d'origine. On a le cas effectivement des CPAM, alors j'ai plus l'exemple en tête exactement, où elle a effectivement produit un document qui ne portait pas le filigrane. Donc la personne avait l'original, c'est normal, il est l'heure, on ne s'inquiète pas. Donc la personne avait l'original avec un filigrane, la CPAM a reproduit ce document mais sans le filigrane, elle a perdu. Donc attention à la notion de copie fidèle et durable. Mais quand vous avez un système qui vous garantit que vous allez imprimer un document, vous allez le remettre à un juge et que ce document est conforme à l'original, si vous apportez la preuve effectivement par votre système d'information qu'il l'est, ça passe. Dans 97% des cas à peu près. Le droit à l'oubli. Attention au droit à l'oubli. Se cache derrière ça la CNIL, qui dit que grosso modo, vous n'avez pas le droit de conserver ad vitam aeternam de l'information concernant des individus, concernant effectivement un certain nombre de choses dans votre système d'information, sans avoir à un moment donné la possibilité de purger, entre guillemets, cette information. C'est la fameuse loi du droit à l'oubli. Donc attention, dans l'information que vous conservez aujourd'hui dans vos entreprises, si elle est à caractère personnel, il va falloir veiller et vérifier que vous avez le droit de toujours la conserver. Alors il y a des droits particuliers qui s'exercent sur l'autorité des marchés financiers, après 5 ans, bref, ça je vous laisse le lire. Les prescriptions, la durée de prescription. Alors on va entendre parler aussi de durée d'utilité administrative. Je ne sais pas si cette notion vous est un peu familière ou si vous en avez déjà entendu parler. Les délais de prescription en France aujourd'hui, il en existe à peu près 250. C'est-à-dire que pour tout type de document, vous allez avoir des durées de conservation de ces documents au sein de votre entreprise ou au sein de votre collectivité, ou au sein de l'université aussi. Et vous n'avez pas le droit, effectivement, normalement, on va dire de par la loi, de conserver cette information au-delà de sa durée d'utilité administrative. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les délais de prescription. Et à savoir, effectivement, que ces durées de prescription peuvent être aussi, on va dire, pas cumulatifs, mais on peut avoir des délais de prescription au niveau du civil et du commercial, 5 ans pour les pièces comptables en civil, et pour le commercial, 10 ans. Donc forcément, on va conserver 10 ans avec des notions intermédiaires. On verra ça après. Et enfin, l'autorité des marchés financiers, je pense notamment à Bâle 2, Bâle 1, Bâle 2 et bientôt Bâle 3, Bâle, la ville de Bâle en Suisse, où effectivement, on se doit, dans le cadre de l'autorité des marchés financiers, on sait pourquoi, pour éviter un certain nombre de fraudes, pour pouvoir faire en sorte d'éviter certaines crises financières, l'autorité des marchés, donc sous forme de ce qui se passait au niveau de Bâle 1, Bâle 2, on a le devoir de conserver une information, les transactions notamment, les flux. Donc cette fameuse information où finalement tout à l'heure on parlait du document et je vous disais que c'était un terme qui était compliqué, le terme de document, parce que c'était soit cette notion de papier ou à la rigueur d'électronique. Mais là, dans le cadre de la loi d'autorité des marchés financiers, on doit conserver des flux d'informations. Et ça doit s'archiver également. D'accord ? Donc c'est pour ça que le terme document, je ne l'aime pas du tout. Parce que quand on travaille avec des banques ou quand on travaille avec des systèmes, avec des sociétés financières, on doit archiver des flux d'informations. Voilà. Donc par ce biais-là, alors j'ai pas voulu rentrer dans tout le détail parce qu'on aurait pu rentrer dans pas mal d'articles de loi, puis de toute façon je suis pas juriste, donc d'autres le font beaucoup mieux que moi. Mais c'est de vous donner en fait par ces cinq approches déjà une idée de finalement j'ai le droit d'archiver ou j'ai le droit de présenter une copie fidèle et durable, oui, mais sous certaines conditions. J'ai surtout le droit, quand je conserve de l'information, de faire en sorte que celle-ci à un moment donné soit purgée, de quelque manière que ce soit, dans un délai qui m'est imposé, la notion de prescription, et
je peux être amené aussi à conserver une information autre qu'une information issue du papier ou issue d'un document électronique ou issue d'un mail, qui est là, une notion de document sous forme de trace, de flux. Je dois être aussi amené à pouvoir la conserver. Juste la notion de convention de preuve. Alors, la notion de convention de preuve, je l'ai mis en place pour une entreprise dans l'immobilier qui cherchait, si vous voulez, à dématérialiser ses dossiers de marché. Alors, quand vous faites construire ou quand une société fait construire, elle a forcément un permis de construire qu'elle dépose et elle doit faire ce qu'on appelle un dossier de consultation des entreprises, le fameux DCE. Ce dossier de consultation des entreprises, effectivement, amène des entreprises, donc quel que soit ce qu'on appelle des lots. Alors, ça peut être les fondations de la maison, ça peut être la charpente, ça peut être tout ce que vous voulez dans les bâtiments. Et elle passe des marchés, donc avec des entreprises. Et donc, cette entreprise avec laquelle j'ai travaillé souhaitait dématérialiser parce qu'elle se rendait compte qu'effectivement, elle produisait 3 fois le même document, donc 100 pages à peu près par document, que tout le monde était obligé de venir signer le document, parapher le document, et que l'entreprise devait partir avec un document, qu'elle devait en conserver un et qu'elle devait en monter un au siège social. Donc, et finalement, on s'était rendu compte que les 3 documents étaient tous différents. Et que dans le cas effectivement d'un contentieux entre les entreprises qui ont gagné le marché et l'entreprise avec laquelle nous on travaillait, des fois les cas de contentieux s'élevaient à des montants assez importants parce que, faute de pouvoir prouver qui avait le bon document ou la bonne version du document, parce qu'en plus il faut savoir qu'ils avaient mis en place un système qui fait en sorte que l'entreprise avait une version qui était contresignée à un niveau régional et qui était contresignée après au niveau national. Donc, ce qui fait que l'entreprise, on va dire le siège, avait 3 signatures supplémentaires que n'avait pas l'entreprise qui avait gagné le marché. Bref. Donc ça faisait la joie du juridique. Et donc, on a décidé de passer par ce qu'on appelle la convention de preuve. C'est-à-dire que vous, moi, de toute façon, on a tous signé une convention de preuve un jour dans notre vie, sans le savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que quand vous avez, aujourd'hui vous avez tous une carte bleue, une carte bancaire avec un code à 4 chiffres. Mais il faut savoir que vous avez signé une convention de preuve qui stipule que vous autorisez, en fait vous remplacez la signature. Vous vous rappelez avant, alors pour les plus anciens d'entre nous, avant on avait donc la carte bancaire et puis on passait un sabot et après on signait. D'accord ? Mais en fait ils ont remplacé cette notion de signature que l'on avait sur le sabot par 4 chiffres. Et donc on a signé une convention de preuve entre l'entreprise, entre la banque et nous, qui fait en sorte qu'on oublie la signature au profit d'un code à 4 chiffres. C'est ce qu'on appelle une convention de preuve. Et là, donc, dans ce cas précis, avec l'entreprise, dans le dossier marché, donc on lisait cette partie-là, donc ça dépend s'il y a du code civil, enfin ça dépendra effectivement du domaine sur lequel on est amené à travailler. Est-ce que c'est du droit civil ? Est-ce que c'est du commercial, etc., etc. Est-ce que c'est du business to business ? Est-ce que c'est du business to consumer ? Enfin bref, je vous passe tous ces détails-là. Mais dans certaines conditions, on va pouvoir effectivement faire signer un accord, soit bipartite, soit tripartite, entre des entreprises qui permettent effectivement de faire fi du papier. D'accord ? Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que, ayant signé une convention de preuve, la seule entité qui a aujourd'hui le document papier, c'est l'entreprise qui a gagné le marché. La structure avec laquelle moi je suis amené à travailler, où j'ai travaillé, elle conserve le document au format électronique et purement électronique. D'accord ? Donc le document est capté, il est imprimé, il est signé par tout le monde, il est numérisé tout de suite, après signature. L'original est conservé par l'entreprise et l'entité avec laquelle je travaille, elle, conserve la version numérique du document qui passe après par des workflows de validation et qui remonte jusqu'au siège. Voilà. Donc la notion de convention de preuve, c'est ça. C'est de garantir effectivement que l'on peut avoir des documents sous format électronique entre plusieurs entités. Je vous le fais rapide. Donc, d'un point de vue informatique maintenant, les principes fondamentaux liés à l'archivage électronique. Dans la demi-heure, allez, un peu plus, 35 minutes qui me restent. On va retrouver, alors, ce que je veux dire là, c'est que un système d'archivage électronique n'est pas là pour, on va dire, remplacer un système de sauvegarde. Le système d'archivage, il est là pour compléter un système de sauvegarde. Il est bien évident que vous n'allez pas aujourd'hui, forcément, vous n'avez pas le besoin forcément de tout archiver, de sauvegarder. Oui, d'archiver, pas forcément.
Donc on a bien affaire à deux entités qui vont être, on va dire, complémentaires. Donc le système de sauvegarde, ça concerne des documents qu'on va dire modifiables en cours d'évolution ou de travail. Vous avez, je suppose, des lecteurs réseau sur lesquels vous pouvez stocker un certain nombre de documents ou d'informations. Ces lecteurs réseau qui concernent votre information ou dans lesquels vous mettez des documents de travail, donc que vous modifiez, que vous pouvez modifier, j'espère un minimum que ces lecteurs sont sauvegardés. Ça permet la restauration de données perdues dans le cadre d'un plan de reprise d'activité. Effectivement, quand on a un crash sur la machine, on peut très bien demander à ce que l'on restaure une partie des documents ou une partie de l'information que l'on a stockée sur ces fameux lecteurs. Si vous l'avez mis sur votre poste et que votre poste n'est pas sauvegardé, c'est ce qu'on vous dit toujours, c'est dommage. Effectivement, on va dire que c'est généralement organisé offline et sur un autre site. C'est-à-dire que les systèmes de sauvegarde ne vont pas être mis au même endroit que les systèmes de production. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça doit nous permettre une restauration rapide et donc avoir un accès suffisamment performant, mais à fréquence imprévisible. D'accord ? Et la sauvegarde se fait sur bande ou sur NAS avec une durée de rétention. Et oui, parce qu'aujourd'hui, un système de sauvegarde, il y a des durées de rétention qui sont imposées dessus. C'est-à-dire que, grosso modo, on va conserver l'information pendant 2 semaines, à peu près. Ça va dépendre des entreprises, mais il y a donc une durée de rétention. Ce qui fait qu'une fois que vous avez perdu un document, que vous ne vous êtes pas forcément rendu compte de la perte de ce document, et que 2 semaines après, vous vous êtes rendu compte de cette perte de document, il se peut qu'il ne soit plus accessible parce qu'il y avait une notion de sauvegarde et donc de durée de rétention. Ça nous est déjà arrivé de voir ça. Donc attention au système de sauvegarde. Ça y est. Et donc, vous ne l'avez pas vu tout à l'heure, je vais y arriver. Quand on n'est pas gaucher et qu'on veut utiliser la main gauche, c'est pas pratique. Le système d'archivage. Lui va concerner une certaine notion de documents qui vont être figés, engageants et validés. C'est-à-dire que vous allez mettre dans un système d'archivage électronique, non pas des documents de travail, parce que des documents de travail, vous en avez tous les jours et vous êtes effectivement amené à les modifier en permanence, ces documents, à les échanger ou à les faire valider. Mais une fois que ce document est validé, on va dire qu'il devient, entre guillemets, engageant pour vous, d'accord, ou pour votre entreprise. Je vais pouvoir le diffuser. Et bien ce document, il serait bon de le déposer dans un système d'archivage. Pourquoi ? Parce que le système d'archivage va vous permettre la conservation des données ou des documents, au sens large du terme, pour garantir des obligations que je vais qualifier de légales, de réglementaires, de patrimoniales ou d'historiques. Alors, de garantir des obligations légales et réglementaires, dans le cas tout à l'heure que j'évoquais sur les entreprises, mais il est évident qu'un dossier marché, puisqu'on l'a fait signer, puisqu'on est dans un accord business to business, donc entre 2 entités, il est évident que pour des raisons légales et réglementaires, je vais le conserver, ce document. D'accord ? Patrimonial ou historique, c'est dans mon entreprise, il y a un certain savoir, je souhaite faire en sorte que ce savoir puisse être conservé. Donc, je vais le mettre dans un système d'archivage. Le système d'archivage ne vous empêche absolument pas la consultation en ligne, soyons clairs. Ce n'est pas parce que le document est mis dans une armoire à un endroit qui n'est pas consultable. On le vit tous au quotidien. On va avoir un accès, par contre, on va avoir un accès avec une consultation ou avec une fréquence relativement régulière, mais décroissante dans le temps. Il est évident que plus le document va être ancien, au moins on va être amené à le consulter. Par contre, il est évident que dans un système comme celui-ci, il va être conservé et protégé. Et on va trouver ce que l'on appelle des supports de type WORM, alors Write Once, Read Many, qui sont logiques, physiques ou réinscriptibles. Je vous passe vite, on verra ça sur l'aspect normatif. En fait, grosso modo, c'est un système, je ne sais pas si vous vous rappelez les cassettes audio que l'on avait avant. À un moment donné, on pouvait casser le petit morceau de plastique au-dessus pour garantir que finalement ce que j'avais enregistré, je le conservais. Excusez-moi pour les plus jeunes. Mais voilà, en fait, c'est un peu ça. Le système WORM va permettre à un moment donné de snap-locker. Non, ça c'est une étape qui fait ça. C'est-à-dire de bloquer en fait une piste, une séquence sur la piste qui va permettre de faire en sorte que l'information qui est contenue là-dessus, sur ce système-là, ne soit pas réinscriptible, ne soit pas en fait effacée. Et bien sûr, ces systèmes sont verrouillables et sont déverrouillables également, selon ce que l'on a vu tout à l'heure, les fameuses durées de rétention dont on a entendu parler tout à l'heure,
ou la fameuse prescription, les 250 durées de prescription que je vous évoquais tout à l'heure. Vous n'avez pas de questions? Est-ce que je voudrais bien boire un coup là? Allez-y. On va le voir juste là. Merci. Vous me permettez un enchaînement. En fait, j'ai voulu d'abord parler des couches basses. Effectivement, on va dire de la couche informatique, le système de sauvegarde et le système d'archivage. Et au-dessus, effectivement, on va retrouver nos entités applicatives que l'on appelle GED et système d'archivage électronique. Alors oui, dans le système de sauvegarde, on va retrouver la GED. Mais on va retrouver également du portail collaboratif. Si vous avez entendu parler de SharePoint, si vous avez entendu parler d'Alfresco, finalement, ce sont des systèmes des systèmes de portail collaboratif dans lesquels je vais pouvoir mettre de l'information, du document et autres. Et ça va rentrer dans un système de sauvegarde. Des fois, parfois obscur, quand on parle de Microsoft. Bref. Donc la GED, elle va vous permettre la modification des documents et la production de plusieurs versions. Donc ma fameux document de travail de tout à l'heure, finalement, je vais pouvoir en produire des versions diverses et variées qui vont être elles-mêmes conservées dans ce système de gestion électronique de documents. Mais elles vont être sauvegardées. D'accord ? On peut permettre dans un système de GED la destruction des documents par leurs utilisateurs. Effectivement, je suis producteur d'un document, je suis en droit de pouvoir, si effectivement il n'y a pas des règles de sécurité qui ont été appliquées, je suis propriétaire des documents, je peux donc les supprimer. Ça peut éventuellement, je dis bien éventuellement, comporter des durées de conservation. De manière simple, c'est cette notion de record management. On peut très bien dire ce document, je veux le conserver pendant un certain laps de temps. Alors associer un système de sauvegarde, forcément derrière, qui fait en sorte que le document, je le conserve pendant un certain laps de temps. On peut comprendre une structure organisée de stockage sous le contrôle des utilisateurs. On va parler de plan de classement. À partir de ce moment-là, c'est vrai que ce n'est pas un terme que je vous ai encore évoqué, mais qui est un terme primordial dans la mise en place de ces systèmes, c'est le fameux plan de classement. On le voit ici juste à côté. C'est-à-dire que vous allez pouvoir classifier vos documents selon une certaine thématique, votre thématique. On va dire que dans une GED, vous pouvez classer les documents selon votre propre thématique, ou à la rigueur une thématique d'entreprise, à voir. Et vous allez pouvoir, effectivement, donc cette fameuse structure organisée de stockage, avec votre contrôle. On a mis des documents à cet endroit-là, effectivement, on va les conserver pendant X temps, etc. etc. Je sens passer des meilleurs. Et effectivement, ces systèmes de GED, c'est de la gestion quotidienne de vos documents, dans la conduite de vos affaires. Vous mettez du document dans la GED pour le retrouver, pour le classer. En complément, je n'ai pas dit non plus à la place d'eux, c'est-à-dire pas dire que le système d'archivage électronique remplace la GED, non, il vient en complément d'une GED. Donc si vous avez une GED aujourd'hui, vous pouvez très bien mettre un système d'archivage électronique. Si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous pouvez mettre les deux en même temps. Alors le système d'archivage électronique, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va interdire la modification des documents. Je vous ai parlé tout à l'heure de documents engageants. Il est évident que quand un document est engageant, ou un document est validé, ou que c'est un document de référence, on ne va pas aller le modifier. Donc, on ne vient verser, alors le terme verser, je vais l'utiliser, je l'emploie régulièrement, parce qu'un document dans un système d'archivage se verse. Il ne se déverse pas, il se verse dans un système d'archivage. C'est de la sémantique, monsieur. Bref. Donc, quand vous mettez un document dans un système d'archivage, vous en interdisez la modification et vous êtes sûr que le document que vous mettez à l'intérieur de ce système d'archivage est un document validé de référence et un document engageant. D'accord ? On ne met pas tout dans un système d'archivage. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des règles de contrôle qui faisaient en sorte que le document, une fois qu'il est mis à l'intérieur du système, on ne peut plus le supprimer. On interdit la destruction du document en rapport, on va dire, en dehors d'un contrôle strict. Il est évident qu'un système dans lequel on met du document engageant, on ne permet pas la suppression de ce document. Ou on ne permet la suppression du document que selon certaines règles que je vous ai évoquées tout à l'heure, notamment la règle sur les fameuses durées d'utilité administrative. Je dois conserver mon document de manière réglementaire ou juridique 5 ans, 10 ans ou 30 ans, par exemple. D'accord ? Donc la suppression ou la notion de destruction ne viendra qu'après un certain laps de temps. Et c'est ce que je vous disais. Donc ça comprend obligatoirement un contrôle des durées de conservation. C'est-à-dire que quand je viens verser un document engageant dans un système d'archivage électronique, je lui appose une durée de conservation à ce document. D'accord ? Là, par contre, on va être dans un système qui va être, en termes de classement, qui va être très rigoureux, ce que nous on appelle un plan de classement structuré. C'est-à-dire que on va verser de l'information de manière structurée. Prenons un cas simple.
Je reprends toujours mon cas de l'opération de construction. On pourrait très bien prendre le cas aussi en RH d'un individu. J'ai un certain nombre de documents qui me concernent, mes documents de carrière, mes documents personnels. Eh bien, on va faire en sorte que la structure de cette arborescence soit la même pour tout le monde. D'accord ? J'aurai la même structure dans un système d'archivage électronique, de plan de classement que vous. D'accord ? On aura tous la même structure, de telle manière à ce que le jour où on cherche une information, on la recherche selon des critères d'indexation ou des critères de recherche particuliers. Je cherche quoi ? Le RIB de Jean-Charles Viplier. Donc forcément, je tape RIB Jean-Charles Viplier, je tombe systématiquement dessus. Et je suis sûr que la version que je vais consulter de ce document est bien la dernière version, d'accord, du document. Ça, c'est ce que vous garantit les systèmes d'archivage. Voilà, donc ce que je vous disais, ça sert aussi et surtout à la conservation de ce qu'on appelle les fonds documentaires. Il est évident que quand on met en place un système d'archivage électronique, on met en place un système d'archivage électronique sur un fonds documentaire, fonds avec un S, de telle manière, fonds avec un S, ça lui fait quelque chose. Donc bref, de telle manière à pouvoir y apporter des notions sécurisées sur les documents, une notion probante et sécurisée sur les documents. Est-ce que vous avez des questions sur cette dualité ou sur ces deux notions d'archivage électronique, de système d'archivage électronique et ou de GED? Non, je continue, c'est clair. Si mon propos est clair, tant mieux. Content. La composante normative. Alors je vous avoue que je ne vous ai pas mis ensemble, j'ai longuement hésité en vous mettant soit la composante normative associée à la composante juridique, mais j'ai dit que là j'allais vous perdre. Donc j'ai préféré la séparer par quelque chose qui finalement était assez simple, qui était la notion justement de système de sauvegarde, d'archivage et de GED et de SAE. Et la composante normative, alors je vais tout passer, ça sera plus simple. Voilà, un système d'archivage électronique aujourd'hui est réglementé et il doit respecter des normes, des lois, des décrets, des exigences françaises, européennes et internationales. On ne fait pas ce qu'on veut avec les systèmes d'archivage. Il existe une norme en France qui s'appelle la NFZ 42013, qui a été portée à l'ISO sous le nom 14641-1. Donc c'est dernièrement ça a été fait. Ça a été porté notamment par la Proged. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit on travaillait avec la Proged, mais voilà, c'est cette entité-là qui a porté effectivement la norme NFZ 42013 française à l'international. Que dit grosso modo cette norme? Alors elle a eu deux versions. Elle a eu une version en 2000 qui était un peu, on va dire, des suggestions. Si vous vouliez mettre en place un système d'archivage électronique, il fallait faire ça, ou il fallait penser à. Et elle a été renforcée en 2009, où là, c'était plus forcément des suggestions, mais des spécifications. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre en place ou créer un système d'archivage électronique, un logiciel d'archivage électronique, il fallait obligatoirement répondre à des notions. Alors il y a 4 grandes notions dans la norme française sur l'archivage électronique qui sont les notions de pérennité, d'intégrité, de sécurité et de traçabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 notions? Ça veut dire, grosso modo, que si vous voulez mettre un document dans un système d'archivage électronique et vous voulez le consulter dans 30 ans, il va falloir que vous puissiez le faire. D'accord ? Aujourd'hui, quand on voit la conservation des documents papier, on peut retrouver des livres du XIIe, du XIe siècle, mais il va falloir faire pareil avec un système d'archivage électronique. D'accord ? Donc, la norme vous dit, OK, vous pouvez mettre en place des systèmes d'archivage électronique, mais il faut que vous puissiez me garantir donc la pérennité de ce que vous allez y mettre. Et tout à l'heure, je vous ai évoqué le sujet du PDF/A, le PDF normé. En fait, c'est un format qui est tombé dans le domaine public et qui permet en fait à tout à chacun de créer une visionneuse dans 20, 30 ou 40 ans qui va lui permettre de lire, si Adobe n'existe plus, de permettre de lire malgré tout les documents qui seront mis dans un système d'archivage électronique. Voilà, donc cette notion de pérennité est importante. L'intégrité, forcément, il va falloir faire en sorte que le document que vous versiez à l'intérieur d'un système d'archivage soit intègre, c'est-à-dire qu'il soit plein, qu'il soit complet, d'accord, aussi bien avec les filigranes qu'il comporte qu'avec toutes les mentions légales et diverses et variées qui peuvent le constituer. Sur les notions de sécurité, on va y mettre des choses assez fortes qui sont les notions de hachage, de redatage, qu'on va appeler le scellement, et la notion de journalisation. Donc bref, le hachage et le redatage, c'est grosso modo quand je viens mettre un document à l'intérieur d'un système comme celui-là, je dois dire à quelle heure, pour faire simple, je dois dire à quelle heure je le mets, d'accord, et je dois faire en sorte qu'il soit protégé, d'accord. Donc c'est du SHA 256, du SHA 512, enfin bref, on peut les cumuler si nécessaire.
de telle manière à faire en sorte que notre document, il conserve sa notion d'intégrité, mais aussi une certaine notion de sécurité. D'accord ? Et enfin, il va falloir journaliser tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des traces partout. C'est-à-dire qu'à la consultation du document, au versement du document, au déplacement du document à un endroit par rapport à un autre, quand on va apposer des durées d'utilité administrative dessus, quand on va finalement discuter de ce qu'il arrive au document quand il est, entre guillemets, en fin de conservation. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, mais qu'est-ce qui se passe sur mon document ? Ce qu'on appelle la notion de sort final. Mais qu'est-ce qui va arriver à mon document ? Tout ça, ça doit être tracé en permanence, d'accord, dans des systèmes. Et ça, c'est ce que vous oblige à faire cette fameuse norme. On avait discuté, ça j'avais eu une fois une conférence sur l'archivage électronique en Europe et dans le monde. Finalement, la conclusion, en parlant avec des avocats en droit international, c'est grosso modo que vous fassiez partie d'une multinationale, donc où vous pouvez avoir pléthore de documents un peu partout, et que vous voulez mettre en place un système d'archivage, mettez en place le système français de la NFZ 42013. Adressez-vous à des juristes ou à des avocats dans les pays dans lesquels vous êtes amené à archiver les documents, et il y a de grandes chances que ça se passe bien. Voilà, tellement cette norme est contraignante sur la mise en place des systèmes. Il existe d'autres normes, effectivement, internationales, qui, elles, sont beaucoup moins contraignantes. Je pense aux États-Unis, SOX, notamment. Donc, on a également aussi un référentiel d'exigence. Alors là, ce n'est pas une norme. C'est juste, si vous voulez, le comment faire pour bien faire. Des exigences européennes, qui est basée sur un modèle qui est la norme 14721 de l'OAIS, qui précise en fait les règles de l'art ou l'état de l'art de l'archivage électronique. Mettre en place un système d'archivage électronique, c'est répondre à ces exigences-là. Et ça, c'est ce que l'on va retrouver dans MOREC 2. Donc c'est Model of Requirement for the Management of Electronic Documents and Records. Donc grosso modo, c'est-à-dire qu'on va avoir des exigences là au niveau européen. C'est-à-dire que toute mise en place d'un système d'archivage électronique doit répondre à ces exigences. Aujourd'hui, MOREC 2, donc il existe sous autre forme. Il y a eu MOREC 2 et MOREC 2010. On se base malgré tout sur MOREC 2 qui est quand même beaucoup plus exhaustif. Il a fait plus de 700 exigences obligatoires sur la mise en place du système d'archivage. Ce n'est pas négligeable aujourd'hui. Aujourd'hui, une entreprise, alors pour en avoir fait les tests et puis pour avoir aussi longuement travaillé sur le sujet, au-delà de 80% de réponse aux exigences de MOREC 2, c'est pratiquement infaisable et impossible. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des exigences qui, d'un point de vue informatique, vont se contredire à des moments donnés. Donc, avoir des systèmes d'archivage aujourd'hui électroniques qui répondent à 90, 95, voire 100% de MOREC 2, c'est pas vrai. D'accord ? Donc aujourd'hui, entre 70 et 80%, on estime que le système d'archivage électronique répondant aux exigences est un bon système d'archivage électronique. Et je ne parle pas pour ma paroisse, forcément. Par contre, si vous voulez faire de l'archivage électronique en France, et vous êtes éditeur et vous voulez faire de l'archivage électronique en France, vous devez répondre à la NFZ 42013 et à toutes ces exigences. Ça, c'est une obligation. Rapidement, je vous ai remis effectivement les grandes normes qui régissent ça. Donc, on va retrouver les normes françaises, la norme ISO. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a une notion de normalisation concernant et de fait de pouvoir apposer la marque NF sur les systèmes d'archivage. Alors, on fait partie de ces études. Normalement, ça devrait aboutir avant la fin de l'année. C'est-à-dire que normalement, les logiciels d'archivage électronique en France devraient être estampillés NF. Donc aujourd'hui, ça n'existait pas forcément puisque les systèmes se sont mis en place. Les systèmes ont dû être créés à partir de la NFZ 42013 version 2009. Donc nous, on a un agrément, mais ce n'est qu'un agrément aujourd'hui sur la mise en place. Je vous rassure, ça marche déjà très bien. Et là, c'est simplement pour pouvoir estampiller en fait un système d'archivage NF. Donc ça sera en fin d'année. Donc le MOREC 2, recueil des exigences. L'ISO 14721, donc ça c'est ce qu'on appelle l'OAIS, c'est vraiment les règles de l'art de l'archivage. C'est un très bon ouvrage pour déjà comprendre ce que l'on cherche à faire avec un système d'archivage électronique. L'ISO 15489, ce qu'on appelle la notion de record management, alors elle existe sous plusieurs formes, 1, 2. Qu'est-ce qu'elle va dire grosso modo ? C'est les fondamentaux, c'est-à-dire que là on n'entre plus forcément et uniquement dans la notion du système en tant que tel, du logiciel, mais on va avoir toutes les composantes qui sont autour, notamment les composantes organisationnelles. Comment est-ce qu'on met en place un système d'archivage électronique ? À quelles règles est-ce qu'on doit répondre si on veut mettre en place un système d'archivage électronique dans la composante organisationnelle, par exemple, de l'entreprise, dans la composante fonctionnelle technique ? Voilà, c'est ce qu'on va trouver dans la 15489.
Et ensuite, les RFC 3161, bon, ça c'est les critères d'horodatage. Il est évident que si vous voulez mettre en place ces systèmes-là, il vous faut un certain nombre de critères d'horodatage. Est-ce que vous voulez faire de l'horodatage, donc avec les serveurs, etc., etc. Et ça, c'est ce qu'on va trouver au niveau des RFC. Voilà. Alors le protocole CEDA, j'en parle, ouais, allez, vite fait. CEDA, c'est simplement un protocole qui permet en fait les échanges d'archives, enfin des notions d'échange d'archives entre entités ou entre une entité, par exemple, et les archives départementales ou les archives nationales. D'accord ? C'est-à-dire qu'un système d'archivage aujourd'hui, dans sa composante, si vous travaillez avec des collectivités sur ce type de logiciel, à un moment donné, avec nos fameuses durées de conservation et autres, et notre fameuse notion de sort final que j'ai évoquée tout à l'heure, il va y avoir dépôt des archives aux archives départementales. Et ça se fera au travers de ce qu'on appelle le protocole CEDA. En respectant les verbes, enfin bref. Si je veux faire simple, je pense que c'est compliqué. Je reprends un peu toutes les notions que je vous ai évoquées jusqu'à présent sur l'archivage. J'avais mon fameux document de travail, je l'ai validé, et j'ai fait ce qu'on appelle une validation motivée. C'est-à-dire que je suis sûr que le document que j'ai maintenant, qui est dans ses versions finales, ben, c'est mon document engageant, il a été signé, il a été produit, il a été signé. Donc c'est mon document engageant. Voilà. Quand on a déjà compris cette articulation-là, on a compris finalement ce qui va se retrouver dans une GED, c'est notre document de travail, et ce qui va se trouver dans notre système d'archivage électronique, notre SAE, c'est le document engageant. D'accord ? Parce qu'on a motivé sa conservation. Donc, à ce document, je vais lui coller une durée de conservation. Notre fameuse durée tout à l'heure de 5, 10, 15, 20, 30 ans ou voire plus de conservation du document en fonction du type du document. Donc, je vais lui mettre une durée de conservation. Je vais y apposer un certain nombre de mécanismes. Je vous ai parlé de l'horodatage, je vous ai parlé de la signature, je vous ai parlé du scellement, enfin bref. Donc, je vais y mettre un certain nombre d'éléments. Et je vais faire en sorte que tout ça, je vous le garantisse dans le temps. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, si je n'ai pas atteint effectivement cette durée de conservation, imaginons qu'elle soit de 30 ans, je fais en sorte que dans 10 ans, quand vous allez double-cliquer sur le document pour le lire, vous allez bien ouvrir le bon document et je pourrai vous garantir par les systèmes de traces et d'intégrité que le document que vous ouvrez et que vous consultez est bien conforme au document que vous avez versé à l'origine. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle un système d'archivage électronique, pour faire simple. D'accord ? Et quand on a atteint cette fameuse durée de conservation archivistique, deux possibilités, pour faire simple, soit je le détruis, ou soit finalement je le conserve sous forme historique. Donc dans un système qui peut être différent, un autre système d'archivage, qui lui va faire en sorte que je vais conserver cette information-là, d'accord, dans des visées patrimoniales, historiques pour mon entreprise. Ou, si je n'ai pas besoin de le faire, je vais pouvoir le détruire. D'accord ? Mais je pourrais le détruire en toute, entre guillemets, légalité. Parce que j'aurais fait en sorte que, durant sa vie, en tant que document engageant, durant cette vie-là, j'ai prouvé, ou je peux prouver à n'importe quel moment, que le document que j'ai détruit, il a bien été à l'intérieur de cela. Donc je vais répondre à toutes les règles que l'on a vues tout à l'heure, le fameux droit à l'oubli. J'ai répondu à la prescription, droit de prescription, puisque finalement mon document, je lui ai posé une date et je vais pouvoir le supprimer par après. D'accord ? Donc voilà. Et je vais pouvoir le conserver les traces, enfin bref, etc., etc. Donc c'est ça finalement un système d'archivage électronique, pour faire simple. Exemple d'application. Alors, c'est pour enfoncer le clou dans les 10... Oh, il faut que j'aille vite maintenant. Donc les exemples d'application traditionnellement, c'est vrai qu'on a des documents utiles, on les sauvegarde et au final on les archive ou on les archive pas. Et finalement l'intégration de l'archive, c'est quoi ? C'est de séparer les données en deux, c'est-à-dire de séparer les données de travail ou les documents de travail au sens large du terme sur des systèmes de sauvegarde, avec nos fameuses durées de rétention courtes dans le temps. Et à côté de ça, sur des documents qu'on va dire engageants ou figés, de pouvoir les garantir, effectivement, sur une durée beaucoup plus importante. Et au final, effectivement, de pouvoir les archiver. D'accord ? Donc on voit bien que les deux systèmes sont complémentaires. Alors je vous passe l'exemple que j'avais mis en place. Donc ça c'est un exemple où finalement, ça c'est en réalité, c'est un système d'archivage qui a été réellement mis en place. On a sur la gauche le système de production et sur la droite le système d'archivage avec la notion de recopie des éléments
Bon, je vous passe vite le détail dans le temps qui nous est imparti. Un petit focus, juste 30 secondes. Avant de passer à la mise en place, on entend parler de coffre-fort électronique aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un coffre-fort électronique par rapport à un système d'archivage électronique? Je reprends la norme. Je dis la sécurité, la traçabilité, la pérennité et l'intégrité. Je les ai dû les apprendre, c'est là longtemps, pour les savoir par cœur. D'un côté, j'ai la notion de collaboration dans l'entreprise, finalement votre portail collaboratif, où les notions de sécurité sont plus ou moins, puisque c'est du collaboratif, sont plus ou moins importantes. Et j'ai la notion ici d'individu. Je n'ai pas mis une notion de 0 ou 100%, c'est vraiment une notion d'individu ou une notion de collaboration que je cherche à viser au travers de ça. Si je prends le cas du coffre-fort électronique ou du système d'archivage, le coffre-fort, forcément, va se retrouver à la notion d'individu. Donc finalement, un coffre-fort électronique, c'est le curseur de la sécurité, de la traçabilité, de la pérennité et de l'intégrité lié à l'entité ou à l'individu. Moi, je peux très bien avoir ou mettre en place au travers de ma banque un coffre-fort électronique dans lequel je vais aller déposer des pièces. On a entendu parler de DigiPost, on a entendu d'un tas d'éléments comme cela. C'est ça qu'on vous permet de faire. D'accord ? Mais finalement, qu'est-ce que c'est que cela ? C'est juste une émanation d'un système d'archivage électronique. Parce que le système d'archivage électronique, lui, il est à la fois amené donc, sur une composante. Alors, ce n'est pas 50% que j'ai mis ici. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on a du collaboratif pur, du SharePoint, de l'Alfresco, de ce que vous voulez, ou votre poste de travail, avec des dossiers partagés que vous avez mis dessus. Le système d'archivage, lui, il est à la limite entre la collaboration, si vous voulez, et l'individuel. C'est-à-dire que, grosso modo, un système d'archivage peut permettre effectivement la consultation de pléthore de documents à condition qu'on ait les droits d'accès pour pouvoir y accéder. C'est tracé, c'est pérenne et c'est intègre. Mais finalement, si je poussais le curseur de mon système d'archivage sur la droite, finalement, j'aboutirais à un coffre-fort électronique. C'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre en place un système d'archivage électronique dans votre entreprise avec une notion, effectivement, également, je veux dire, de coffre-fort électronique. Mais un coffre-fort électronique n'est pas un système d'archivage électronique en tant que tel. Le système d'archivage électronique permet des choses que ne permettent pas le coffre-fort électronique. C'est notamment la notion de collaboration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir échanger du document au travers d'un système d'archivage électronique. Pas forcément, et même pas du tout, au travers d'un coffre-fort électronique. Voilà, c'était juste l'aparté, parce qu'on entend aussi beaucoup parler de ce terme-là. La mise en application. Dans les 10 minutes qui me restent. Alors, l'importance relative des principaux freins à la dématérialisation. Voilà, on a ensemble signé la mise en place d'un système d'archivage électronique au sein de votre entreprise. On va donc initialiser le projet. On doit mettre en place un système d'archivage électronique relatif, je ne sais pas, à la gestion du patrimoine immobilier de votre entreprise, ou à la gestion de vos ressources humaines, ou à la gestion financière, ou à la notion de la gestion des factures dans votre entreprise. Vous pouvez être certain qu'on va devoir répondre à ces freins-là, à quelque niveau que ce soit. Le plus gros, tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est des latins, on n'a pas la culture anglo-saxonne du document. Moi qui ai travaillé à Bruxelles, à la Commission européenne, ils n'avaient pas trop la culture du document papier, donc on était beaucoup sur du document numérique, donc une culture plus anglo-saxonne. En France, on a la culture du papier. Donc le principal frein que vous allez rencontrer, il est là, il est lié au papier. C'est-à-dire, vous allez finalement modifier la façon de travailler des gens. Donc ça va être un frein principal. Il ne faut pas oublier que, également, la notion d'investissement. Un système d'archivage électronique va venir s'implémenter dans un système d'information. D'accord ? Donc, il va falloir adapter le système pour faire en sorte que l'ensemble des données, sur ce que l'on veut archiver, puisse s'intégrer. D'accord ? Donc, la notion d'interopérabilité et d'adaptation à l'infrastructure est aussi un des investissements importants quand on met en place des systèmes d'archivage électronique. La peur du changement, forcément. Vous supprimez les documents, vous allez avoir des gens qui vont être réfractaires à la mise en place des systèmes. Parce que l'information qu'ils avaient contenue sur leur poste pourrait se retrouver dans un système d'archivage, donc consultable vers d'autres personnes. La complexité des projets. Je vous le disais tout à l'heure, la complexité des projets n'est surtout pas à négliger dans la mise en place d'un système d'archivage électronique. Pourquoi ? Parce que la composante organisationnelle, la composante humaine, c'est 50% du projet. On n'aime pas évoquer cette notion de conduite du changement, mais il faut bien l'apporter. Il faut bien essayer de faire en sorte d'accompagner les gens sur le passage d'une culture papier à une culture numérique.
et surtout au fait qu'on va consulter les documents au travers d'un ordinateur, on va pouvoir transmettre l'information vers d'autres personnes. Tout ça, ça s'accompagne, forcément, obligatoirement. Sur les aspects méconnaissance de la législation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu la législation sur les durées de conservation, le droit à l'oubli, la prescription et autres, elle existe aujourd'hui. Vous pouvez être contrôlé sur ces aspects-là dans votre entreprise. Et enfin, sur les aspects sécurité et échange d'archives, la sécurisation du document, est-ce que le document que je vais mettre, est-ce que vous êtes sûr qu'il va être archivé, est-ce qu'il va être sécurisé et autres. On répond aussi à ces questions-là. Donc ça, c'est les principaux freins que l'on trouve aujourd'hui sur la mise en place de ces systèmes-là. Alors, j'ai pas une baguette magique, effectivement, pour vous dire c'est comme ça absolument, il y a 100% qu'il faut faire. Mais nous, on a mis en place en fait un système, par expérience, donc sur une rosace comme ça en 5 éléments, un peu basé sur la 15489, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la notion de record management, où on s'est dit, sur la mise en place d'un système d'archivage électronique, on va d'abord vérifier ce qui existe. On va d'abord aller faire un tour, discuter avec les gens, faire une forme d'audit. Alors ça peut être très court dans le temps, en fonction effectivement du fonds documentaire que l'on veut archiver, si c'est la partie RH, si c'est la partie immobilier, si c'est la partie c'est la partie financière. Aujourd'hui, on a des ABAC aujourd'hui qui nous permettent, on va dire, de savoir quels sont les plans de classement, donc d'orienter, si vous voulez, notre audit, donc de manière très rapide. On va analyser les activités et l'organisation de l'entreprise, les risques autour des documents. Ça me fait toujours sourire quand je reprends ce slide-là, parce que je me rappelle dans une entreprise où on avait la gestion de patrimoine et on s'était rendu compte que on va dire, le document, on va dire l'ensemble des documents pour la construction d'un bâtiment, c'est à peu près 15 000 pages, et qu'en fonction des services, tout le monde avait plus ou moins sa copie. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec 10 copies de ce même document à la fin, et aller savoir quelle était la bonne version du document. Donc ça me fait toujours rigoler. Donc c'est pour ça que la notion, effectivement, quand on parle d'audit, d'activité, d'organisation et des risques, elle est là. Parce que finalement, l'information que vous allez échanger, vous allez mettre sur du document, elle est diffuse. Est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est la bonne version de l'information? Donc on rencontre souvent dans les audits ces choses-là. Les exigences archivistiques et la politique d'archivage. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place? Comment on veut le mettre en place? C'est ça finalement la politique d'archivage. Et c'est l'évaluation des systèmes existants. On n'est pas là pour réinventer la poudre, on est là pour s'intégrer dans un système, surtout si vous avez une GED. L'idée, c'est de venir voir comment la GED fonctionne et de vouloir se mettre à l'intérieur d'eux pour éviter au maximum, on sait déjà qu'il va y avoir énormément de conduite de changement, on va éviter au maximum de changer les habitudes sur les postes de travail. On va déjà en apporter des complémentaires, donc on va évaluer les systèmes existants. C'est très important, cette phase-là. Ensuite, on va passer par une phase d'évaluation. La phase d'évaluation, qu'est-ce que c'est? Monsieur, madame, voilà, on a audité votre système, et finalement, on vous propose différentes stratégies, différentes approches pour la mise en place de votre système d'archivage électronique. C'est ce qu'on appelle la phase d'évaluation. Aujourd'hui, on va parler aussi dans cette phase d'évaluation de système interne ou de système externe. Vous pouvez très bien mettre aujourd'hui sur le cloud, donc dans des systèmes, vous pouvez très bien mettre aujourd'hui de l'archivage, vous pouvez très bien archiver vos données dans le nuage. Donc on peut apporter aujourd'hui ces réponses-là. Là aussi, ça pourrait faire... on pourrait en parler pendant des heures de cette notion-là. Et ensuite, on va rentrer, entre guillemets, dans un projet classique. Dans un projet classique informatique où on va spécifier le besoin, on va rentrer dans le détail de la spécification du besoin, on va parler de plan de classement structuré, je vous en parle des meilleurs, les engageant les documents de travail, qui va où et comment et quoi. Mais on va en permanence travailler sur un document qui est le document technique, la rédaction des documents techniques et processus, qui est en fait le document qui va nous accompagner dans toute la création du système d'archivage et qui va nous permettre à un moment donné, si nécessaire ou si vous le souhaitez, d'être audité. Parce qu'un système d'archivage, ça peut s'auditer. D'accord ? Et donc, on garantit, si vous voulez, tout le processus. Ce document, on peut, entre guillemets, certifier notre système d'archivage électronique par ce biais de ces documents. La mise en œuvre du système en tant que tel, la conduite du changement, etc., l'organisation, la phase de recette et autres, et toujours des contrôles a posteriori. Il est évident qu'une fois qu'on a mis le système, on revient vérifier X temps après que le système fonctionne correctement et surtout que les gens, les personnes qui sont amenées à travailler avec ce système-là, l'utilisent entre guillemets correctement. D'accord ? Et si éventuellement, s'il y a des documents à mettre à jour, on les mettra à jour. Donc, le but, c'est de rassurer, d'accompagner, de sécuriser et de valider les informations que l'on va mettre, bien sûr. Les approches, très rapidement. Comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux évaluations, aux phases d'évaluation sur l'audit,
on va avoir plusieurs types d'approches sur la mise en place des systèmes d'archivage électronique. L'approche organisationnelle, moi ma cible, c'est que dans 6 mois, j'ai un système d'archivage électronique sur la gestion de mes ressources humaines. Ça, c'est une approche, on va dire, organisationnelle. C'est du langage archivistique. C'est la cible. J'ai une approche technique. Je vais benchmarker en fait l'ensemble des systèmes d'archivage électronique aujourd'hui qui existent en France. Je vais le benchmarker en fonction de règles. Et finalement, c'est celui qui répondra à la majorité de mes exigences qui sera mis en place. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche technique. Et la dernière approche, qui est une approche qu'on qualifie de complète, qui est une approche à la fois basée sur la cible, mais également sur l'existant. C'est-à-dire, je ne peux mettre en place, on va dire, une approche organisationnelle, une approche basée sur la cible, que si je me suis, à un moment donné, inquiété ou soucié de ce qui existait déjà. Notamment de répondre à cette question qui est le flux papier, une fois que je l'ai dématérialisé, qu'est-ce que j'en fais, par exemple, pour faire en sorte que les gens évitent d'utiliser le papier au profit d'utilisation du système d'archivage. Parce que ce serait dommage d'investir dans un système d'archivage, puis finalement de se rendre compte que les gens continuent à utiliser le papier ou à lire le papier, ou à aller chercher l'information dans le papier. Voilà. Donc ça, c'est les approches complètes basées sur la cible et sur l'existant. La notion de gradient de l'archivage électronique, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place, alors surtout avec les collectivités, notamment dans l'action sociale, où on a des unités déportées sur le territoire, ce qu'on appelle soit des UTAS, des unités territoriales d'action sociale, soit des CIPAS, des circonscriptions d'action sociale, ou soit des MPH, enfin bref. Et donc on s'était dit, on rencontre effectivement là plusieurs façons de travailler finalement. On travaille tous autour de l'action sociale, mais on se rend compte que les gens utilisent leurs documents de manière un peu éparse ou différente. Et ce qu'on avait mis en place, donc, c'était un système de gradient en disant, ben voilà, si vous êtes une unité territoriale et que vous voulez mettre en place demain l'archivage électronique au sein de votre unité territoriale, vous devez répondre à un certain nombre de critères pour le faire. De telle manière à ne pas nous engager sur la mise en place d'un système qui ne serait pas utilisé. D'accord ? Donc on a utilisé un site pilote. Avec ce site pilote, on a établi ce qu'on appelait les gradients de l'archivage. Voilà. Donc on a répondu à un certain nombre de règles, soit d'organisation, soit technique ou soit fonctionnelle. Je pense notamment, ça c'était la fermeture des salles d'archivage papier, parce qu'elles étaient à tout vent, tout le monde rentrait et sortait de ces salles. Donc ça a été déjà les fermer pour être sûr que personne n'aille chercher les documents, parce que forcément on ne remettait pas forcément les bons documents. Donc c'était pratiquement du n'importe quoi qui était aujourd'hui archivé. Donc on a mis en place ce système de gradient, et on a dit, si vous voulez aujourd'hui mettre en place un système d'archivage, si vous voulez mettre en place le système d'archivage, donc vous garantir une certaine fluidité dans votre action, dans votre travail, vous devez répondre à ces critères. Voilà. Donc ça peut être aussi un élément, lorsque vous voulez mettre en place un système d'archivage électronique, de qualifier le besoin et surtout l'état d'avancement ou l'état de maturité, entre guillemets, des personnes qui vont travailler sur ces systèmes d'archivage. Et ce gradient, on peut le décliner donc sur les documents. Est-ce que le document va avoir un accès très utilisé, peu utilisé ou pas utilisé du tout ? Ce qui nous permet de garantir un certain nombre de choses. Sur les propriétés du document, est-ce qu'il a une notion de confidentialité ? Est-ce qu'il a une notion de preuve, de valeur ? Est-ce que finalement je dois lui mettre une durée de conservation à ce document ? Est-ce qu'il y a des métadonnées qui lui sont associées, c'est-à-dire des données complémentaires, des données qui viennent porter de l'information sur le document ? Est-ce que j'ai besoin de le stocker de manière classique ou de manière sécurisée au travers d'un système d'archivage ? Des questions à se poser. Alors on a des ABAC, on vient souvent avec des books auxquels on laisse des questions-réponses, un peu comme vous avez, où on demande, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des politiques d'archivage qui sont mises en place chez vous ? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, déjà, vous avez une classification du document ? Est-ce qu'il y a déjà des processus de versement de vos documents, oui ou non ? Quelle est la volumétrie du papier aujourd'hui par direction ? Ça peut être intéressant de le savoir. Est-ce que vous avez des circuits de prise en charge de vos documents papier après numérisation ? Est-ce que ça existe, ça, chez vous ? Ou est-ce que les documents sont mis sur les bureaux où il y a un tri vertical qui est fait X temps après ? Et si vos documents sont numérisés, où est-ce qu'ils sont stockés aujourd'hui ? Est-ce que vous avez réellement mis en place un système, une archive, une salle d'archives dans laquelle vous avez vos documents ? Le poste de travail, jamais l'oublier celui-là. Comment aujourd'hui sont les points de numérisation ? Il m'est arrivé de voir dans des entités assez importantes un poste de numérisation, sans mentir, à peu près à 100 mètres d'un poste utilisateur. Donc ça fait que la personne voulait numériser, elle faisait son 100 mètres et puis elle revenait, ça fait qu'elle faisait 200 mètres pour numériser un document. Donc vous imaginez bien que dans ce cas de figure particulier, la personne n'ira jamais numériser. Donc là aussi, il y a des notions qui sont très importantes derrière cela.
Combien d'utilisateurs sont amenés à consulter, à travailler, à collaborer sur les fonds documentaires? L'évolution des pratiques, comment aider les acteurs à mieux appréhender? Bref, toutes ces questions, en fait, pour vous donner une orientation, une idée un peu de ce que c'est. Alors, c'est parfois des questions un peu bêtes comme ça, localisation du scanner ou localisation du MFP, du multifonction, pardon. Mais c'est vraiment des questions qui sont issues de l'expérience. Alors, on s'est vraiment rendu compte des fois que la mise en place des systèmes d'archivage ne fonctionnait pas parce qu'on avait omis justement cette notion-là, ne serait-ce simple, du poste de numérisation. Donc, ou du flux documentaire, c'est-à-dire que le document, finalement, on ne le retirait pas rapidement une fois que ça a été numérisé, une fois que le document a été numérisé, et donc les gens avaient la culture de conserver le papier et de ne pas lire le document. En conclusion, si j'ai réussi au moins à faire quelque chose ce soir, ce serait de vous avoir fait prendre conscience de la valeur de l'information dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au travers de la gouvernance de l'information, moi je me suis énormément rendu compte dans les entreprises dans lesquelles j'étais amené à travailler, qu'on se souciait de l'information, on se souciait de ce que contenait en fait finalement notre support, quel qu'il soit, que quand j'avais un problème juridique ou un problème de contentieux. Juridique, contentieux, finalement c'était la même chose. Ou quand j'avais un salarié qui partait, puis finalement je m'étais rendu compte que j'avais omis de lui donner certaines pièces ou qu'il avait omis de m'en remettre. Donc voilà. Donc la valeur de l'information, elle est au quotidien. Il faut vraiment savoir ce que vous avez en termes d'information dans votre société, parce que la fuite d'information, la perte d'information, ça peut servir au profit d'autres entités. Les systèmes d'archivage aujourd'hui sont régis par des normes, des lois et des décrets. C'est-à-dire qu'on ne met pas en place n'importe quoi, n'importe comment en termes d'archivage électronique. Et aujourd'hui, on ne peut pas se prétendre système d'archivage électronique si on ne répond pas à un certain nombre de normes, d'exigences. Ça permet de répondre à des besoins d'entreprise. On l'a vu, des besoins juridiques, liés notamment à tout ce que je vous ai exprimé tout à l'heure, mais je pourrais vous en exprimer encore bien d'autres. Et surtout, on a affaire aussi aujourd'hui à des systèmes qui sont matures. Aujourd'hui, un système d'archivage qui est mis en place quelque part, c'est un système mature, qui répond correctement à la norme. D'accord ? Ou correctement aux normes, en fonction du pays, effectivement. Et construire son système d'archivage électronique, il faut le construire de manière progressive. C'est-à-dire que les systèmes Big Bang sur l'archivage électronique, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'insisterai demain sur ma composante organisationnelle, elle est primordiale là-dedans. Vous touchez, on va dire, à l'humain, dans la plus grande dans la majorité des cas. Donc, ne voulez pas mettre en place un système d'archivage électronique de manière complète, pleine et entière, tout de suite, sur l'ensemble de vos directions. Ce serait une erreur. Concentrez-vous par rapport à un gradient de l'information, un gradient de l'archivage tel que je l'exprimais tout à l'heure sur une entité que vous estimez aujourd'hui mature par rapport à celui-ci. Et une fois que celui-ci est mis en place, et je veux dire qu'il a fonctionné et que vous en voyez finalement, on va dire, les bénéfices qu'on va voir juste après, eh bien vous pouvez à ce moment-là faire en sorte que ce système soit mis en place vers d'autres entités de votre entreprise. Et finalement, les atouts de la dématérialisation, et ça, on les a vraiment qualifiés et quantifiés, c'est le gain de temps. On se rend compte qu'effectivement, chercher de l'information aujourd'hui dans l'entreprise, il y a une perte de temps qui est quand même énorme, et de savoir exactement où elle est dans la bonne version, et en plus que le document que je vais consulter, c'est bien le document validé, ça, c'est un gain de temps énorme. C'est forcément une réduction des coûts derrière. Quand je vous ai parlé de mes impressions de X milliers de copies et autres, on va tous se brancher sur le système d'archivage et on va tous ouvrir le document parce qu'effectivement, on propose quand même la connexion multiple ou simultanée. On va pouvoir lire le même document et on est sûr que la version du document qu'on lit est bien tous la même. D'accord ? Donc là, en termes de réduction des coûts, en termes de gain de temps, on le voit. Dans l'optimisation de l'espace, et ça c'est vrai même sur le papier, pour l'avoir mis en place dans des conseils généraux, on a vu que la mise en place de systèmes d'archivage électronique, ça permettait aussi de gagner de l'espace sur le papier. Parce qu'une fois que le document était numérisé, d'accord, on n'avait plus besoin de le conserver sous son format papier. Et donc on pouvait se permettre d'éliminer une certaine quantité de documents. Et là, dans des systèmes d'archivage, on va dire de 15 armoires, des 15 grandes armoires, on a réussi en à peine 6 mois de temps à en éliminer 5 d'armoires. Donc le stockage, oui, l'optimisation du stockage à la fois en termes de sauvegarde et en termes d'archivage, c'est certain, mais aussi en termes de papier. Vous allez le voir très vite. La valorisation de votre patrimoine documentaire.
ça aussi c'est important. Comme je vous disais tout à l'heure, l'information qui est contenue dans votre entreprise ou dans votre collectivité, c'est une information effectivement qui a une valeur. Et bien, les systèmes d'archivage permettent la valorisation de ce patrimoine documentaire. Vous savez ce qui est mis à l'intérieur des documents ou à l'intérieur des enregistrements que vous avez. La communication dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise est forcément facilitée, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure, ou à l'instant. L'amélioration de la productivité. Moins de temps perdu en recherche, en traitement, en manipulation des documents. Avec aujourd'hui une estimation, alors c'est une estimation, c'est une moyenne, on estime qu'un employé aujourd'hui perd environ 1 heure par semaine, on va dire perdre, mais à classer ou à rechercher des documents. C'est une donnée estimative. Dans certains cas, c'est beaucoup plus que ça, et dans d'autres cas, sur lesquels ils ont déjà des systèmes d'archivage, c'est beaucoup moins. Pardon. Et on a une meilleure transmission de l'information, forcément, et l'optimisation du travail collaboratif. Tu veux le document, tu vas le chercher à tel endroit, et tu es sûr de consulter la bonne version du document. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des gains que nous, on a vus en réel, je veux dire, des gains d'estimation que l'on a fait sur des contrôles a posteriori lors de la mise en place du système d'archivage électronique. Voilà, voilà. Allez, avec 10 minutes de retard. Merci de votre attention, en tout cas. Merci de votre écoute. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à le faire, soit maintenant ou soit après. Voilà. Je laisserai mes coordonnées, effectivement, à Madame Ducornet. Voilà, je vous remercie en tout cas. Vous avez des questions ? Alors, très bonne présentation. Par contre, j'ai une petite question. En fait, vous axez votre présentation notamment sur l'intérêt de la mise à disposition de l'information. Qu'en est-il, puisque moi je suis rencontré un cas particulier où en fait il s'agit d'archives qui doivent être conservées longtemps, mais avec très peu d'accès, et où a priori on a des soucis sur le coût de l'archivage numérique qui, comparé à l'archivage physique, est beaucoup plus, enfin, l'archivage numérique à valeur probante est plus important qu'un coût de l'archivage physique. Effectivement, ce cas de figure dans le cas notamment des durées de conservation sur les baux amphithéotiques, notamment les durées de conservation de 99 ans ou voire un peu plus. Alors, comment répondre à ça ? Je suis revenu effectivement sur ce slide-là. Donc, on va dire que le système d'archivage va répondre correctement à votre notion de données sécurisées avec un accès très limité sur un nombre de temps, sur un laps de temps très long. C'est fait pour. D'accord. Maintenant, sur le coût, est-ce que les coûts que vous aviez eus sont des coûts liés au système en tant que tel, ou ce sont des coûts liés, on va dire, sur le système, sur la mise en place du système en tant que tel, ou sur la garantie que le système, dans 99 ans, sera toujours... quels sont les coûts exacts qui étaient les coûts Ouais. Ouais. Les systèmes, alors là aussi ça a évolué. C'est vrai que vous avez raison sur un certain nombre de points, notamment je pense notamment moi sur ce que j'avais mis en place il y a de cela 5-6 ans, où on avait des systèmes, ce qu'on appelait des systèmes à disque optique, placement qui faisait ça, où on avait effectivement des coûts parce qu'on avait des systèmes mécaniques qui venaient lire. Et là effectivement les coûts d'entretien et de maintenance de ces produits étaient vraiment très importants. Aujourd'hui, avec la norme, dans sa dernière version, on a ce qu'on appelle la notion de worm réinscriptible. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou si ça a été un élément qui vous a été évoqué. Donc, ce qui est dit, c'est qu'aujourd'hui, grosso modo, on rend à l'éditeur ou on rend au logiciel, si vous voulez, la gestion de la conservation et de la pérennité, enfin de l'intégrité et de la pérennité de l'information. C'est-à-dire que vous allez utiliser des disques durs traditionnels, standards. Donc en termes de coût, vous allez fortement diminuer par rapport à ce qu'on peut trouver sur un système worm tel que le fait NetApp ou tel que le fait EMC, entre autres, ou tel que le faisait Placement avec les systèmes physiques. Donc vous allez avoir un disque dur tout simple et vous allez rendre, on va dire, l'intelligence ou l'obligation de gérer l'information sur l'éditeur.
Et là, dans ces cas précis, vous pouvez avoir des réductions de coûts de manière assez forte, assez drastique. Il faudrait voir, il faudrait faire l'étude. Oui, vous avez raison, le coût de l'archivage électronique peut être cher, mais attention au système WORM qui est mis derrière. C'est-à-dire que si vous mettez un système WORM effectivement de type, de type physique, c'est-à-dire avec des systèmes mécaniques tels que le placement le faisait, alors un peu moins avec les systèmes d'EMC ou les systèmes de NetApp, mais encore moins avec les systèmes réinscriptibles. Il faudrait faire l'étude. Mais ouais, ça m'intéresse de savoir effectivement si vous pouvez porter ça, ou même on doit avoir des éléments, je pense, on peut peut-être avoir des informations à vous donner sur le sujet. Oui. Donc voilà, je pense que la majorité du coût, elle est plus liée en fait au système, on va dire, de stockage ou d'archivage que liée au système en lui-même de conserver le document 20 ou 30 ans, ça c'est certain. Et avec des systèmes de plugage, oui, non, c'est possible. Allez voir justement sur cette notion de système réinscriptible. Je pense que là, vous allez avoir des coûts qui vont diminuer de manière très forte. Mais ça m'intéresse. Oui, bonsoir. Donc, concernant les archives qui peuvent être dégradées dans le temps, comment est-ce que vous faites pour vous en apercevoir? Et puis, comment vous faites pour les récupérer? Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Donc, effectivement, que ce soit du papier, on peut très bien imaginer un sinistre, par exemple, c'est déjà arrivé. On peut l'imaginer aussi pour des données électroniques. Donc, comment est-ce que vous faites pour récupérer ces données-là? Est-ce que ça vous impose d'avoir 2 sites distants, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui pour répondre à du nominal avec un taux de rétablissement très court? Ou est-ce que vous dites, bon, ben, je choisis finalement un endroit qui je pense sécurisé, et puis là, s'il se passe quelque chose, ben, tant pis, quoi, j'ai perdu mes archives. C'est-à-dire que le système déjà de production et le système d'archivage électronique ne vont pas forcément être au même endroit. Donc ça, c'est essentiel aussi pour éviter les dommages que vous évoquez. J'ai le cas de figure dans la Sarthe où effectivement ils avaient mis le système d'archivage à côté justement de la Sarthe. Et donc, c'est erreur. Et forcément, ça a pris l'eau. Et donc, non, voilà, on va garantir en fait effectivement le déport du système d'archivage par rapport au système de production. On va les mettre vraiment de façon séparée. Par contre, effectivement, on va garantir, et notamment dans le cas du réinscriptible, on va garantir la notion de copie multiple. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à un seul endroit, effectivement, on ne va pas dire 100% archivage et 100% prod. On va effectivement, par le système qui nous permet de faire ça, on va essayer de rendre l'information redondante à plusieurs niveaux. Voilà, c'est les stratégies qu'on peut mettre en place. Mais tout va dépendre effectivement d'un certain nombre de critères. Effectivement, est-ce que les zones sont inondables? Enfin bref, il y a tous ces critères-là qui rentrent en ligne de compte. Mais par nature, le logiciel va permettre effectivement des recopies multiples à divers endroits pour garantir effectivement le fait de la non-altération du document. Par contre, méfiez-vous aussi des formats que vous voulez sauvegarder. On parle effectivement, alors les systèmes aussi comme le mien, voilà, comme le nôtre, permettent effectivement un certain nombre sur certains laps de temps de recopier l'information, c'est-à-dire d'être sûr que par des notions d'usure ou autre, le document il a été mis à un endroit, finalement je vais le rendre redondant, je vais le mettre à un autre endroit, même en le conservant à son état initial, parce que ce disque dur il a X années et que peut-être effectivement il pourrait me lâcher. Donc le système est intelligent et permet justement ces recopies multiples d'informations. Voilà, on va jouer sur des stratégies également comme celle-là, pour être sûr, mais ça, c'est l'intelligence du logiciel qui permet de faire ce type de manipulation-là. Voilà, c'est ce qu'on peut mettre en place comme type de stratégie. Après, tout dépend, voilà, il y en a des multiples, hein, mais par défaut, on va mettre en place cette stratégie-là. Tu réponds ? Si, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous mettez en place un système d'archivage électronique, vous devez répondre donc à la norme, donc on va vous dire PDF/A et on va vous dire TIFF4. Qui sont aujourd'hui les formats, on va dire, dont on va garantir en fait la pérennité. Maintenant, un système d'archivage, vous pouvez mettre n'importe quel type de format dessus, mais enfin, il va falloir que vous embarquiez également le moyen de relire, donc les visionneuses, donc les moyens de relire ce document dans X temps. Voilà, vous pouvez le faire. Mais en mettant du /A et donc PDF/A et du TIFF4, vous êtes sûr effectivement que dans 20 ans, à la rigueur, vous pourrez créer la visionneuse. Vous pouvez mettre du Word dans un système d'archivage, il n'y a pas de souci. Ça, vous voyez, ça, c'est... Ces systèmes-là, quand on nous propose ça, c'est effectivement compliqué. C'est pour ça qu'on préfère jouer sur la dualité document engageant, document de travail, si vous voulez. Ou, on va dire que c'est confortable, à la rigueur, c'est une stratégie qui peut paraître confortable, mais qui
quelque part, si vous voulez, influence plus ou moins l'utilisateur dans le fait que là, c'est vraiment du document figé, c'est du PDF/A, et surtout, ça évite la confusion, parce que si dans un système d'archivage électronique, je peux mettre du Word, je peux mettre n'importe quel type, finalement, c'est quoi l'intérêt d'avoir un système d'archivage autant que je conserve un alfresco, un SharePoint derrière, ça va me faire la même chose, au final. Donc non, on essaie de jouer là-dessus et effectivement de garantir la sécurité ou la pérennité, l'intégrité par ce biais-là, par cette stratégie-là. Je vous accorde que c'est une stratégie de mise en place. Oui. Ok, merci. J'ai pas forcément compris jusqu'à quel point ça allait. Je comprends bien la notion de valorisation en termes de confiance, de sécurisation, ça je l'ai bien pigé. Mais en termes d'utilisation de tout ça, quelle est la notion entre passivité, c'est-à-dire on stocke et point final, et la notion d'utilisation dynamique, par exemple entre deux sauvegardes, par exemple deux plans, par exemple à Orange, des plans de génie civil, par exemple. J'allais dire, qui peuvent évoluer d'un mois sur l'autre si d'autres intervenants qu'Orange, par exemple, interviennent dans le réseau. Donc deux sauvegardes, je sais pas, à un mois d'intervalle, est-ce que votre système permet, en prenant deux sauvegardes à un mois différents d'une artère de transmission, par exemple, de savoir ce qui s'est passé entre deux. Enfin, quelle est l'utilisation possible de tout ça en termes dynamiques, on va dire. Ou par exemple en termes de recherche de mots-clés, si je tape... ou est-ce que c'est vraiment plus de votre esprit une notion d'archivage, en termes de stockage d'informations, quoi. Par manque de temps, puis pour éviter de rentrer dans le détail, c'est que là-dessus, je vais être sur la mise en place des systèmes d'archivage, je vais être assez un ayatollah là-dessus, c'est que je fais en sorte que le document ne soit qu'à un seul endroit du plan de classement. D'accord ? C'est-à-dire que, grosso modo, il faut éviter dans tous les cas de figure, quand on va mettre en place un plan de classement dit structuré d'archivage, de faire en sorte qu'on retrouve un même document ou une même valeur du document à plusieurs endroits dans le plan de classement. Donc, comme vous évoquiez tout à l'heure le cas, alors je ne sais pas si j'ai bien cerné tout ce que vous évoquiez, mais si vous me parlez effectivement de la mise en place de plans à un mois d'intervalle ou autre, déjà mon système d'archivage il va être versionné et surtout votre plan il va se retrouver à chaque fois au même endroit. C'est-à-dire qu'on va garantir ou on va faire en sorte que la localisation du document soit la même pour un même document. Mais on va... Allez-y. Non. Il n'y a jamais de notion d'effacement dans un système d'archivage. On est vraiment sur un système cumulatif de sauvegarde et chacune des sauvegardes peut même, enfin, chacun des versements peut être garanti par lui-même, peut garantir par lui-même, si vous voulez, des durées de conservation particulières ou autres. Non, on va faire en sorte, de manière stratégique, si vous voulez, sur la mise en place des plans de classement, d'être sûr de n'avoir l'information qu'à un seul et même endroit pour un même document. Et on va faire en sorte de versionner ce document, ou cette archive, si vous voulez, et on va faire en sorte que surtout de jamais supprimer cette archive, sauf en répondant en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure, ces fameuses durées de conservation pour les documents. Donc vous allez pouvoir garantir, on va dire, de ce fait-là, votre fonds documentaire comme étant un fonds documentaire systématiquement un jour, mais aussi un fonds documentaire enrichi. C'est-à-dire que vous allez voir facilement les évolutions de celui-ci de manière simple, puisqu'en ouvrant les diverses versions d'un seul et même document, vous allez voir justement quel a été l'enregistrement du fonds documentaire. C'est une des notions effectivement que l'on a, mais je pensais aussi à ça. C'est sur la valorisation. Alors c'est la valorisation de l'archive effectivement en tant que telle, ou la valorisation de l'information. Dans mes conclusions, vous tiquiez sur la valorisation du patrimoine documentaire. Effectivement, c'est ça, mais c'est aussi sur la valorisation, on va dire, des postes d'archivage. Moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens qui géraient les archives n'étaient pas forcément des gens bien considérés dans les entités, dans les entreprises, et la valorisation du patrimoine documentaire va aussi leur permettre une certaine valorisation sur la qualité du travail, donc sur le travail qu'ils mènent. Donc la valorisation dans un système d'archivage, elle est double, elle est liée à l'individu, parce qu'effectivement vous allez, c'est peut-être pas à propos, mais c'est aussi ça que je cachais moi derrière cela, et effectivement sur la conservation du document et sur le fait que le document, vous allez pouvoir, étant versionné et en plus conservé et versionné selon des versions validées ou engageantes, vous allez pouvoir avoir là l'exhaustivité de votre patrimoine et la valorisation de celui-ci. Voilà. Le plan de classement que vous mettez en place, est-ce que c'est un plan de classement de la forme qu'on connaît aujourd'hui, par exemple une arborescence sur un disque dur, ou est-ce que c'est un plan de classement au travers d'une interface logicielle IHM
avec des champs alimentés, des requêtes, etc. Je ne vais pas vous faire l'apologie du logiciel, mais effectivement, un plan de classement structuré, c'est quoi ? Un plan de classement structuré, c'est l'explorateur Windows, si vous voulez, mis en forme, avec un certain nombre d'exigences relatives à l'archivage particulières. Donc on va retrouver une arborescence de type explorateur Windows, sur laquelle on va apporter un certain nombre de propriétés, de traçabilité, de sécurité et autres. Donc en fait, on va dire que pour l'utilisateur, alors un plan de classement d'archivage réussi, c'est un plan de classement, si vous voulez, qui permet à tout le monde d'aller rechercher de l'information ou de trouver ce qu'il cherche. Donc déjà, il y a cette notion-là. Donc ça va se faire au travers effectivement d'une interface, mais d'une interface qui va se construire avec l'utilisateur. C'est-à-dire que on ne va pas, si vous voulez, venir avec un plan de classement déjà fixé et puis on va dire à la personne c'est ça qu'il vous faut et puis c'est ça que vous allez avoir parce que moi j'ai l'habitude de travailler dans du RH ou dans de la gestion de patrimoine et c'est ça qu'il vous faut. Il va y avoir des phases d'adaptation ou des phases de travail avec les personnes. Et une fois que ce plan de classement a été mis en place, on va l'implémenter au travers d'une arborescence, donc sous forme qui peut ressembler à une arborescence Windows. Je pourrais vous faire voir après à quoi ça peut ressembler. Et cette arborescence, alors là aussi il y a des stratégies. Nous on est parti d'un principe de base dans notre mode de fonctionnement qui est de dire je fais voir à l'utilisateur l'exhaustivité des documents qui concernent le plan de classement. C'est-à-dire que si je vois un plan de classement relatif à la personne, donc à la gestion des données personnelles de l'individu, à la gestion de sa carrière et autres, ben je vais voir a priori tous les documents qui peuvent le concerner, d'accord ? Mais c'est uniquement, donc je vais voir des rubriques qui vont apparaître, mais elles vont être grisées. Et c'est uniquement quand je viens verser un document que le document, si vous voulez, devient visible et accessible. De telle manière, pourquoi est-ce qu'on a nous fonctionné comme ça ? De telle manière à être sûr d'avoir l'exhaustivité du plan de classement relative à la personne. Comment vous dire ça ? Je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que je dis. Je fais en sorte que, par exemple, un dossier personnel d'un individu, de faire voir en fait toutes les pièces que j'attends, RIB, acte de naissance, retraite, enfin tout ce que vous voulez comme pièces, et qu'au fur et à mesure où je viens verser les pièces, ben, je vois les pièces qui viennent alimenter le plan de classement, de telle manière qu'à n'importe quel moment, je puisse en avoir l'exhaustivité. Donc là où on va être un peu différent effectivement d'un explorateur Windows, c'est que quand vous mettez des pièces, ben, c'est vous qui les déposez et elles viennent s'enrichir comme ça. Nous, elles sont précises, elles sont toutes présentes, c'est une stratégie que l'on a mis en place, elles sont toutes présentes et au fur et à mesure que vous venez verser les pièces, vous les voyez apparaître. Et derrière, on va y mettre effectivement toute la sécurité qui va bien, la traçabilité et autres. Mais ça se fait effectivement au travers d'une IHM, d'une application que nous on utilise, une application d'archivage électronique. Non ? C'est ça. C'est-à-dire que, ah oui, ça, allez, c'est vrai que alors j'ai par habitude de dire j'ai gagné mon pari sur la mise en place d'un système d'archivage électronique quand je sais que l'utilisateur ne connaît pas le nom de mon logiciel. C'est-à-dire que je fais en sorte d'intégrer le logiciel en mode, si vous voulez, embarqué dans un SharePoint ou dans un Alfresco, dans ce que vous voulez comme portail documentaire. Je vais retrouver, en fait, si vous voulez, des morceaux de mon plan de classement à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que si moi j'ai un portail, on va dire j'ai un espace personnel au sein de mon entreprise avec mes différentes pièces, ben, je vais voir mon arborescence de mes documents, où je veux aller déposer mon RIB, où je vais aller déposer mes pièces. Mais j'entends jamais parler du nom du logiciel. Par contre, je sais que cet espace-là, ben, ce sont mes documents engageants, ou mes documents validés, si vous voulez, ou des références. Donc je ne connais pas le nom du logiciel, par contre, je fais grosso modo de l'archivage comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. C'est l'idée. Donc on a gagné, en fait, si vous voulez, la mise en place des systèmes d'archivage électronique quand l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il archive lui-même ses documents. Donc le système est complètement intégré dans un portail documentaire. Ou il peut être intégré aussi sur des ERP. On a intégré, nous, le logiciel dans des ERP métiers. Je parlais tout à l'heure le cas de l'action sociale. On a intégré le logiciel dans un logiciel d'action sociale. C'est-à-dire que quand je clique sur un individu, ben, j'ai un onglet plan de classement, et là je vois tous ces documents et on n'entend jamais parler du logiciel. Ça, c'est une réussite. Ça, c'est réellement une réussite pour nous. Et on laisse par contre l'outil, par contre, sur toute sa composante archivistique, on le laisse à des archivistes, ou on va dire à des administrateurs informatiques derrière qui vont gérer tout ce qui est à gérer derrière en termes de conservation, de suppression des documents ou autre. Voilà. Vers l'accueil de l'école.